Ouais, salut les amis, hein. Donc c'est de la part de ce que vous voyez, hein. Voilà. Léo, tu te fais pas remarquer, d'accord? On est avec Patrice et Alexandre. Donc Patrice, bah, tout le monde le connaît, hein. Tu Enfin, parles? Pas du voilà. tout, pas spécialement. Ainsi qu'Alexandre, laisse-moi finir. Ah, il est taquin celui-là alors. Avec Alexandre Rouget, Salut. voilà, à Bucarache, en direct. Donc bah Donc Alexandre qui nous a reçus les bras ouverts voilà. et qui a accepté de répondre à ce petite interview, quoi, Mais comme ça, à répondre à... et Alexandre qui est honoré de vous recevoir et de discuter un peu avec vous. Ouais, ça nous touche beaucoup. Je m'y attendais pas. C'est vrai que quand tu as parlé des Gilets jaunes, ça nous a émus. On a été très content d'entendre ce que tu avais à dire sur le mouvement social des Gilets jaunes. Donc ça, on est venu physiquement te l'exprimer. Bah, merci parce que A- franchement, avec- je sais, avec le cœur. je m'y attendais pas. Et c'est vrai que dès lors qu'on comprend ce qu'est ce mouvement, de toute façon, je ne pense pas qu'on puisse en dire du mal. Je vois Voilà. pas comment. Donc là, tu l'as très bien exprimé et on ne regrette pas d'être venu déjà ici, à Bucarache, Ouais, il y a qui, quand même, qui- ouais, il y a quand même des choses à faire. qui est quand même un endroit extraordinaire, extraordinaire. N'ayons pas peur des mots. Et ce qui n'est pas étonnant, c'est de retrouver des personnes comme Alexandre qui vont complètement avec, quoi. Bah, il y a un petit côté village d'irréductible par ici. Absolument. Discret, mais il y en a un quand même. C'est ça, absolument. Et si je peux me permettre, c'est que dans ce que l'on a pu exprimer avec les personnes ici comme toi, ils nous ont fait remarquer qu'il y avait de tout, de tout horizon, Oui. de tout âge, et avec des points de vue et des parcours de vie complètement différents. Oui. Mais ils arrivaient vraiment à passer des soirées ensemble et à passer du temps ensemble avec une harmonie et en s'entendant, quoi. Donc c'est un exemple pour moi. Oui, un vrai creuset. Un vrai creuset où, pour le coup, tout ce qui peut faire décalage ou opposition est laissé de côté. Genre délibérément, bon, ça me regarde, je vais pas faire chez les autres avec. Du coup, tout ce qui est mis en commun bah, est profitable à tout le monde. Je veux dire, chacun mise sur ce qui pourra intéresser ou profiter aux autres. Et du coup, ça fait cercle vertueux, tu vois. C'est sain, quoi. C'est simple, c'est simple. Parce que la priorité, effectivement, c'est pas du putain de profit individuel ou d'intérêt perso, c'est du commun. Absolument. C'est ce qu'on a en commun et ce qu'on peut en faire ensemble. Ouais. Voilà. Et tu le constates spontanément, je veux dire. Il n'y a pas il y a pas trop d'études sociologiques à faire, là, c'est vite vu. Ouais, on le ressent, on le voit, on s'en aperçoit rapidement. Les gens le montrent. Et c'est vraiment une qualité. Et je pense pour moi que dans le mouvement, on a retrouvé ça, en tout cas souvent dans nos rassemblements, dans nos manifestations. Il y avait des gens qui venaient de partout. Ça m'a fait, en fait, je ne veux pas quitter ce gilet parce que pour moi, ça représente, en France en tout cas, depuis ma naissance, à ce que j'ai toujours vu dans les classes, une pluralité. Et on a appris les choses ensemble. Et on a été dans les récréations ensemble, etc. On a appris à vivre ensemble avec respect. Et j'ai retrouvé ça dans le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est pour ça nous, on est du côté majoritaire du mouvement, c'est-à-dire pacifiste. Et donc, on a été capable de se retrouver dans la rue. Alors, ça n'a pas marché à chaque fois. Il y a eu des fois, il y a eu des problèmes. Mais dans l'ensemble, on a réussi à être tous ensemble, avec nos différences, Oui. au même endroit, pour les mêmes choses, avec respect. Ouais. Et ça, c'est hyper comme pour toi, parce que je sais, j'ai parlé déjà avec toi, c'est ce que tu expliquais, c'est que c'est essentiel. Et je pense qu'avec ça, il y a des solutions beaucoup plus probables. Mais oui, ça a été le tour de force des Gilets jaunes, c'est d'avoir montré que oui, c'est même pas qu'un autre monde est possible, c'est qu'il existe déjà virtuellement, si tu veux. Il y a un claquement de doigts à faire pour que, bon, c'est bon, là, on arrête les conneries. Et dans la tête d'un maximum de monde, c'est prêt. C'est ça. Et la seule chose qui bloque, alors, tu as un effet de seuil, évidemment, en termes de masse critique, hein, tout simplement. Alors, l'effet du centième singe, ça, c'est vrai, ça marche, ça existe. Ça, on approche d'un effet de seuil, s'il faut, il est déjà franchi dans plusieurs domaines du reste. Mais enfin, là, on parle de quantité, de nombre d'individus qui ont commencé à faire leur deuil de certaines choses et à en envisager des nouvelles. Mais pour le coup, voilà, c'est ça qu'ont montré les Gilets jaunes, c'est que tous ces gens-là, et tous les sympathisants qui sont restés anonymes et discrets, mais il y en avait beaucoup, qui ne sont pas allés battre le pavé, mais qui étaient avec vous quand même depuis là où ils étaient, Oui. ils sont prêts. Dans la tête, ça existe, c'est prêt virtuellement.
La prochaine étape, c'est de passer du virtuel au réel. Mais c'est cette étape-là qui, à mon avis, elle a déjà commencé chez beaucoup de monde. Et puis ça va marcher, ça va fonctionner de manière fractale, puisque quand tu parles dedans, il est bon de ne pas trop se faire remarquer. Tu vois. Le passage à l'action, au terrain, ainsi de suite, il est bon de ne pas trop se faire remarquer au départ. Donc ce sera discret nécessairement au début, et encore une fois, plus ça avancera et plus on approchera d'un effet de seuil où il y aura un effet de bascule, plus ça pourra être visible parce qu'il y aura de moins en moins d'opposition alentour. Quand je dis opposition, c'est quoi? C'est simplement la force d'inertie du système encore en place, force d'inertie légale, juridique, administrative. Il y a des pesanteurs mentales et morales qui pèsent dans tout dans tout ce putain de treillis, de canevas virtuel, psychique, qui est mental lui aussi, qui nous enserre et qui a tendance à nous opprimer, donc tout ce qui est social, légal, juridique, administratif, fiscal, et ça va avoir tendance, à mon avis, à se relâcher. Cette empreinte, cette emprise-là, je le souhaite, mais devrait logiquement tendre à se relâcher. Et ce qui fait qu'on aura une marge de manœuvre, nous, qui ira croissante, quoi. Pour moi, le plus dur a été fait et c'est vous qui l'avez fait, ça c'est clair. On l'a fait ensemble parce que déjà, comme tu dis, quand on pense, quand on soutient, déjà par sa pensée, et on l'exprime de manière différente, même de manière discrète, tout ça, ça génère une énergie. C'est chacun à sa façon. On en a besoin. Moi, je m'en voulais. On est tous bons là-dessus. En novembre 18, quand ça a pété, j'ai vu les premières images, tout putain, j'ai même refusé je jouais dans une Batucada à l'époque et ils sont allés à Carcassonne jouer avec les Gilets jaunes, tu vois. Ouais. J'ai même pas voulu y aller parce que j'étais accaparé, mon pauvre. Non mais t'inquiète, t'as fait le boulot quand même. La gueule dans le guidon par la finition et la publication de mon livre Apocalypse et Transmutation de l'Occident qui est sorti en décembre 2018. Quelque part, t'as fait le boulot. C'était dans le même esprit, c'était dans bien la sûr. même démarche. Absolument. Donc voilà, j'ose espérer que ça a fait synergie, mais pour le coup, j'ai presque eu honte de ne pas être allé moi non plus, tu vois. Non, moi je te dis, t'as fait le boulot. T'as apporté beaucoup. T'étais avec nous, mon pote. Sans ta présence matérielle, t'as fait beaucoup. Non, moi je te le dis. En tout cas, en ce qui concerne la capitale. Puisque tu abordes le sujet de tes livres, donc tu peux nous rappeler un peu, d'après ce que j'ai compris, tu as donc écrit 4 livres. Voilà, j'ai 4 livres pour l'instant de publiés. Le premier c'était en 2009, sur le vin français, un chef-d'œuvre en péril, où je suis allé enquêter, ou reportage plutôt dans le vignoble. Voilà, c'est sur le vin, donc qui d'un côté décrivait la destruction du vin, des vignobles, voilà. la transformation d'un breuvage fabuleux en une merde chimique toxique, délibérément toxique, comme toute la malbouffe industrielle d'ailleurs. Et à un autre côté, de défense et de promotion du vrai vin, fait par des vrais vignerons. D'accord. Donc ça s'adresse déjà aux amateurs de l'histoire de la vigne. À tout le monde. Un peu de géopolitique par-dessus. Et... Le vin, mon gars. Ouais. La tradition française. C'est bien. La tradition française, et même beaucoup plus que ça, parce que tu retrouves dans la Bible, tu retrouves chez les pharaons des références à la vigne. D'accord. Absolument. Pour le coup, un putain de lien ciel-terre. D'accord. Et pourquoi le vin, il le serve à la messe, tout ça, machin, il a ce caractère sacré ou sacral, on va dire, puisque la vigne est la plante qui envoie les racines le plus profond dans le sol. D'accord. Apparemment, ils ont mesuré jusqu'à 120 mètres de profondeur dans le sol. Et les racines, en descendant, pètent les couches de calcaire, de schiste, ce que tu veux, de pierraille. Et ce qui est fabuleux du coup, c'est que c'est ce qui nourrit la plante et qui se retrouve dans le raisin, et que tu retrouves après dans le vin. Et la synthèse tertielle, donc déjà les racines les plus profonds dans le sol, et puis le fruit et la fleur, c'est la photosynthèse, la lumière et l'eau de pluie qui font le reste. Et en biodynamie, ils accentuent ça à mort. Pour le coup, ils tiennent compte des lunes qui montent, qui descendent, ils tiennent compte des configurations astrales pour composer les amendements, ce qu'ils vont donner à manger à la vigne, les préparations, la bouffe de corne, la silice, la prêle, ainsi de suite. Et là, t'as une synthèse dans ton vin, je veux dire, t'as une synthèse tertielle, c'est-à-dire que tu bois la lumière, tu bois du caillou, tu bois le minéral. Alors c'est les mecs en dégustation, c'est très minéral, c'est très schisteux, c'est très calcaire. Ouais, il y a de la pierre dans le jus, c'est délirant. Donc le vin a ce caractère-là. Quand tu le sais, du coup, que tu le bois en conscience, parce qu'évidemment, quand tu es conscient du truc, ça le démultiplie, c'est exponentiel. Ça enclenche un métabolisme réel dans le corps qui est content de prendre ta petite dose de lumière solaire et de minéral tellurique
dans la gueule. Tout ça est incorporé, métabolisé par l'organisme et ça a un effet derrière. C'est Ah. évident. Jeanne Calment, la doyenne des Français, tu sais, qui est morte à 120 balais, elle a bu son verre de Porto tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça. Le vin, normalement, c'est un médicament. Le vrai vin, le bon vin. Genre, t'en bois tous les jours, ça te fera pas de mal. D'où l'importance de qu'il soit le plus naturel possible dont tu te soulignes dans ton livre. Ah, mais parce que non, mais ça n'a rien à voir. Mais tu prends un vin conventionnel, chimique, à la con, là, Ouais, grave, et un vin nature, bah t'en as un qui est pas du vin en fait. Hein. c'est... carrément. Donc, en revanche, le titre de ton livre, là, Le vin français est un chef-d'œuvre en télé. D'accord. Et à ce sujet, donc, pour ceux que ça intéresse, on peut le trouver où alors? Donc, Bon, en général, tes livres. L'éditeur de l'époque a fait faillite, donc il doit avoir des stocks, mais il doit se trouver. Il se trouve, il doit se trouver d'occasion. avec les outils modernes appelés Internet, on peut le trouver Ouais, sur Amazon ou Rakuten. d'occasion ou neuf. Oui, je D'accord. pense qu'il doit se trouver. Moi, il me D'accord. reste- T'as pas eu de retour comme quoi il me c'était reste qu'un difficile seul à trouver? exemplaire à la maison. Si, il y a des gens qui me le demandent et il faudrait que je le réédite, mais avant de le rééditer, je le mettrai à jour. Je ferai une D'accord. mise à jour, une Des actualisation. corrections. Ouais. Et ouais, mais bon, pour l'instant, le vin, c'est pas une priorité. J'ai d'autres chantiers. Bah ouais, j'imagine. Tu nous as parlé des Pyrénées. Bon, pour ça, on y l'instant. reviendra peut-être plus tard, mais bon, Ouais, ça, c'est mon gros dossier. Voilà. vraiment, ouais. ça, c'est du boulot à venir. Et donc, les trois autres, alors, c'était sur Alors, quel sujet? l'année suivante, 2010, j'ai commis un petit essai, un pamphlet, on va dire, de philosophie politique sur la fin du monde moderne. Où, un texte assez court, mais qui brassait une bonne dizaine d'années de recherche et d'écriture. Donc un bilan, on va dire, philosophique et moral du monde moderne. Par quoi et comment il est en train de crever. Et qu'est-ce qui est en train de pousser sur les ruines, en fait. Qu'est-ce qui est en train d'émerger de ce fumier croupissant. Voilà. D'accord. Et le titre, alors, tu nous as dit? La fin du monde moderne. La fin du monde moderne. On Donc, parlait pareil, disponible. Bah, pareil, Si on s'y attelle un peu, on le trouve, quoi. L'éditeur de l'époque, Respublica, n'existe plus, donc il doit se trouver sur Internet d'occasion. D'accord. Et alors, donc, le Alors, troisième? Voilà, en 2016, alors entre temps, j'ai quitté Paname, je suis arrivé ici, il s'est passé plein de choses. J'ai enchaîné avec les Qatars. Et les Qatars 700 ans plus tard, que j'ai publié sous ma propre marque éditoriale, du coup, édition du Laurier, que j'ai fondée sous forme associative. D'accord. En 2016, en arrivant ici à Buyarach. Les Qatars, ça n'a rien à voir, hein, ça m'est tombé dessus du jour au lendemain. C'est ce que j'allais. J'ai habité à l'époque à Roufiac, là-bas au pied du château de Paye-Repertuse, où j'ai fait la fête encore ce week-end. Là j'ai infusé mon gars, je me suis plongé dans Raymond Abellio d'une part et Déodat Rocher d'autre part, qui ont été les deux penseurs qui ont un peu réhabilité la gnose cathare, ce qui était la spiritualité cathare, qui était gnostique en réalité. J'ai découvert la tradition gnostique à ce moment-là, et ce livre, arrête ça, et ce livre, du coup, est une mise à jour de la spiritualité cathare. D'accord. Le catharisme est une reconstruction a posteriori qui mélange plein de choses très disparates. Moi, je me suis attaché vraiment au cœur de doctrine qui était en usage chez eux. Hein. Il y avait un véritable corpus doctrinal, ésotérique et initiatique. Ça, c'est clair et net. Des traditions gnostiques, donc, qui remontent aux pythagoriciens, qui remontent aux esséniens, bref, et la gnose chrétienne. D'accord. Voilà, une mise à jour doctrinale de voilà, mais ce qui peut expliquer le niveau de ces mecs quand ils sont capables de te faire un château de Montségur qui reproduit au sol la constellation du Bouvier. Par exemple. Avec cette putain d'archère qui laisse passer le premier rayon de soleil au solstice d'été. Bon, c'est pas. On est sur le niveau des bâtisseurs de cathédrales. Ainsi que des bâtisseurs de mégalithes 6 000 ans avant, si tu veux. C'est un peu la même équipe qui est passée par là. Donc qu'est-ce qu'il y avait de sérieux derrière ce nom de catharisme? Ce qui est sérieux aussi, ce qui permet de les rattacher à la tradition, pour le coup, c'est ce nom qui leur a été attribué après coup, puisque eux-mêmes ne l'employaient pas. C'est leurs ennemis qui les ont appelés comme ça, mais parce que parmi ces groupes-là, du côté pour le coup en Allemagne, en Rhénanie, en Flandre, ils se revendiquaient purs, mais purifiés. Cathare, c'est la catharsis pythagoricienne, c'est la purification. La catharsis, si tu te prétends cathare, c'est que soit donc déjà t'es pur, t'es intègre, c'est simplement l'intégrité, hein, la cohérence. Ça, c'est une clé, mon pauvre, vous êtes bien placé pour le savoir. Hein. Ouais. Cohérence, esprit, âme, corps.
faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, et ainsi de suite. Ça, c'est une fois que tu es entré là-dedans, je veux dire, ta vie change et il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc c'est en plongeant là-dedans que j'ai mis le doigt là-dessus, puis que j'ai commencé à l'appliquer, si tu veux. Là, il y a un avant et un après. Hein. Et donc voilà, mise à jour de la spiritualité cathare, ce qu'il y avait de sérieux chez eux en termes de doctrine. Morale d'abord, mais la morale qui est toujours qu'un marchepied pour entrer en spiritualité proprement dite. C'est-à-dire quand l'esprit vraiment est aux commandes de ta vie, en passant par l'âme et le corps, au lieu que en mode moderne, on va dire, ou en mode un peu dispersé, ou si c'est toujours la confusion, c'est vraiment un peu trop décalé entre l'esprit, l'âme et le corps. Tu pensais à plein de choses sauf à ça, quoi. Ah, je pense, et quelque part, tu as été incarné, pénétré, ou je sais pas comment tu peux dire. J'avais des centres d'intérêt jusqu'alors qui étaient de l'ordre de l'idéologie, de l'histoire, de la politique. Toutes les guerres sociales. Quand j'étais plus jeune, vers 20-25 ans, j'étais pas mal idéologisé et j'ai failli me politiser. Heureusement, je me suis épargné ça, mais et j'ai saturé de ce monde-là, le monde des idées, le monde des idéologies. Genre, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit bien, pour que ce soit mieux, pour que je sois content, pour que... J'ai poussé ces questions-là à leur terme logique, en fait. Et le point de rupture a été, du coup, une retraite de méditation bouddhique en 2009. Vipassana, méthode de méditation basique de Birmanie, d'Asie du Sud-Est. Le Vipassana, c'est un courant du Theravada qui est lui-même un courant de l'Hinayana, le petit véhicule, qui est le courant minoritaire dans la tradition bouddhique. Le courant majoritaire étant le Mahayana, le grand véhicule. Ça pour dire que c'est quelque chose de très minimaliste, très sobre. Et stage de 10 jours, à l'issue duquel je suis sorti avec une cuite, donc là, une gueule de bois existentielle, parce que j'en suis arrivé à la conclusion que si ces mecs-là ont raison, avec leur histoire d'éveil et de la disparition automatique et spontanée de tous les conflits, quoi, et ben, ma vie n'avait aucun sens en fait. Tous mes horizons idéels, idéologiques, motivation de vie d'exister pour essayer de servir à quelque chose de bien, de juste, de vrai dans ce monde, n'existait plus. Donc là, je vais dire, je suis entré dans un nouveau monde, à tâtons, parce que j'ai patouillé pendant quelques années encore, avant de tomber pour le coup dans la tradition occidentale, chrétienne, gnostique, et ça s'est fait par les cathares, ceux qu'on appelle les cathares. Et voilà, je précise bien que mon livre est un livre de mise à jour doctrinale, c'est intellectuel, ça reste accessible, mais voilà, j'ai négligé l'aspect social ou sociologique du catharisme qui a été reconstruit a posteriori par la propagande et les calomnies catholiques de l'Inquisition, qui ont raconté n'importe quoi pour salir un peuple, pour salir une histoire, pour salir un message. Et ce message, quand j'ai réalisé qu'il était vrai, là aussi, je veux te dire, ça donne du sens à la vie. C'est en l'occurrence qu'ils avaient prévu ce qui allait se passer maintenant, ils le savaient. J'ai réalisé que la putain de prédiction apocryphe, prophétie est un grand mot, on va dire, prédiction apocryphe, attribuée à Guillaume Bélibast, qui était le dernier ministre cathare qu'ils ont brûlé vif à Villerouge Terminès en 1321, qui aurait dit, mais c'est comme s'il l'avait dit, au cap des 700 ans, le laurier reverdira. Et bon, ça se vient ici, il y a eu les gilets jaunes, il y a Trump, il y a plein de choses qui se passent, il y a Poutine en Ukraine, donc c'est vrai, le laurier reverdit. C'est quoi le laurier? C'était la plante, alors déjà c'était la couronne tressée que les empereurs romains se collaient sur le ciboulot, tu vois, donc référence, encore une fois, référence au ciel, et c'était la plante attribuée à Apollon, le dieu soleil, notre père à tous quelque part, que ce soit le soleil ou le bonhomme de chair et d'os, qui existe aussi, il y en a qui l'appellent Dieu, c'est pas la peine d'aller si loin que ça, mais le laurier, c'est sa plante à lui, si tu veux. Donc si sa plante reverdit, c'est que quelque part le mec est de retour. Le mec de retour, j'en sais rien, il y en a qui te disent que oui, Anki va arriver, Horus va arriver sur son char de feu, ok, pourquoi pas, je m'en fous, c'est possible. Mais ce que je sais par contre qui est vrai, c'est que le Père Soleil, il envoie la sauce. Depuis 10-20 ans, sur ma chaîne YouTube, il y a une conférence sur Notre-Dame, le Soleil, l'Apocalypse et nous, puisque la hausse de l'activité solaire avait été quelque part annoncée, aussi prévue et anticipée par les apparitions mariales du 19e siècle. La Salette en 1846, Lourdes en 1858, il y en a eu d'autres depuis, Pontmain, peu ou pas médiatisé parce que la racaille ecclésiastique a tout fait pour ils ont martyrisé la petite Bernadette de Soubirous, ils ont martyrisé les petits Maximin et la petite à la Salette pour les faire taire, machin,
qui reviennent sur leur témoignage pour faire croire qu'ils avaient menti. Ça a été sordide ce qu'a fait la racaille catholique là, pour étouffer la voix de Notre-Dame en personne en fait. Genre, ils se prennent pour qui les mecs? Sauf que ce qui se passe depuis, dernière apparition mariale, enfin, la plus importante on va dire de 73 à Akita au Japon, c'est là qu'elle a dit si vous continuez à déconner ça va chier, le feu du ciel va vous ravager la gueule, les survivants environ les morts. Les survivants environ les morts. On est en 73, moi je te fiche mon billet que c'est à cause de ça. C'était déjà, Akita ce qu'elle a dit, Akita en 73, c'était déjà le fameux troisième secret de Fatima en 1917. Et puis Fatima 1917, c'est comme 1917, c'est la révolution bolchevique, c'est une année clé. C'est de la déclaration Balfour du Premier ministre britannique qui accorde un État en Palestine pour faire Israël. C'est 1917 aussi. Comme par hasard, Notre-Dame qui débaroule en pleine Première Guerre mondiale pour dire attention les gars, ça va chier si vous continuez à faire les cons. Le secret a été étouffé. Elle l'a dit pour de bon en 73 à Akita. En 73, c'est quelle époque les gars? C'est l'époque des grands accords et des grands traités de non-prolifération nucléaire. Quand les soviétiques et les américains décident de limiter leurs arsenaux nucléaires parce qu'ils refusent d'aller plus loin que ça dans l'accumulation d'un arsenal qui peut nous péter à la gueule à tout instant, quoi. Et on a frôlé l'accident nucléaire à plein de reprises. La crise de Cuba, dans les années 80 aussi, ça a failli chier grave. Il a fallu le sang-froid de techniciens ou d'officiers obscurs qui sont restés anonymes pour sauver la baraque. Mais je veux dire, des Tchernobyl puissance 10 000, on en a frôlé quelques-uns, tu vois. Mais tout ça pour dire que moi je fiche mon billet que c'est le troisième secret de Fatima et l'apparition de Marial d'Akita en 73 qui a incité les chefs d'État nucléaires à dénucléariser, ou en tout cas à limiter les stocks d'arsenaux nucléaires. Ça, pour moi, c'est clair et net. J'y foutrais ma main au feu. Et qu'est-ce qu'on constate depuis lors? La hausse de l'activité solaire. Les plasmas solaires, les vents de plasma solaires, le réchauffement climatique sur Terre, c'est le soleil, c'est pas le gaz, c'est pas le, on est bien d'accord, hein, le GIEC, ils peuvent se faire enculer jusqu'au dernier, tu vois. C'est une honte d'humilier les gens et de les culpabiliser à ce point-là. Tu roules en diesel, salaud! Ouais, non. Mais ta gueule, dégage, vas-y, t'as vu le temps qu'il fait là, connard? Sur Pluton, ça se réchauffe, sur Mars, ça se réchauffe, le système solaire en entier se réchauffe. Donc c'est-à-dire que le soleil envoie la sauce. Pourquoi le soleil envoie la sauce? Parce que c'est le feu de l'apocalypse. C'est le déluge de feu de l'apocalypse. Les déluges, ça c'est cyclique, c'est des lois cycliques, on n'y peut rien, c'est technique, c'est physique. Tantôt c'est l'eau qui nous rase la gueule, tantôt c'est le feu. La dernière fois c'était le déluge d'eau, ce coup-ci c'est un déluge de feu. De plasma solaire. Le plasma c'est le quatrième état de la matière, c'est quand même intéressant aussi. La terre c'est l'état solide, l'eau pour l'état liquide, l'air pour l'état gazeux. Le plasma ça correspond à l'élément feu. Donc c'est le feu, et c'est plus on est sur la frontière, l'interface entre le feu sensible, la lumière sensible qui chauffe, que tu peux sentir te chauffer et qui t'éclaire, à la lumière extrasensible, intelligible. Là on passe en mode quantique, c'est de l'information pure. C'est des gammes de fréquences tellement rapides qu'elles contiennent des séquences d'informations métabolisables par l'être humain et qui entraînent des effets mais physiologiques, biologiques, organiques, physiques, constatables, vérifiables. Pas seulement au niveau des corps subtils de l'individu, parce que tu sais qu'au-delà de notre physique, on a des couches comme ça plus ou moins subtiles qui nous environnent, bon voilà, l'aura, ce que tu veux. Et c'est à ce niveau-là que la lumière solaire. Donc voilà, on était. Continue, Alexandre. Donc on est en plein déluge de feu. Ça voilà. aussi, je veux dire, c'est ça. Rien que cette prise de conscience. Tout est là, quoi. Tout est là, que ça a été annoncé par Notre-Dame quand elle est apparue sur Terre. Putain, je veux dire, les apparitions mariales du 19e, elles ont changé la face du monde. C'est grâce à elles qu'ils ont bloqué les arsenaux nucléaires dans les années 70. Et c'est à travers elles, c'est par son nom de commise. On n'est pas obligé de personnifier le soleil et les étoiles, mais on peut les caractériser. Parce que d'accord. Des êtres vivants déjà d'abord et d'une, même une pierre est vivante, hein, de manière très rudimentaire, mais il y a quand même de la vie dedans, quoi. Et les étoiles c'est pareil, donc c'est la lumière qui nous arrose depuis 25-30 ans, fin années 80, début années 90, le soleil a commencé à chauffer là, avec des pics inédits, je veux dire, depuis qu'on mesure ça, c'est sans exemple. Donc les mecs comprennent pas. Donc, ouais, c'est ce que j'essaye d'expliquer, ouais. C'est que derrière il y a une intelligence supérieure. C'est comme si, effectivement, Paternoster là-haut, il disait bon, off, on va pousser un peu la température parce qu'il commence à péter un peu les plombs sur Terre, ça va leur changer les idées. Qu'est-ce qui se passe depuis? Les gens pètent des plombs, tu as des prises de conscience, des éveils, entre guillemets, spontanés, mais de plus en plus fréquents chez des gens qui ne seraient jamais attendus à ça. Cette vieille ancienne New Age, mais qui est vraie, qui consiste à dire que ce qu'un moine bouddhiste pouvait mettre 20 ou 40 ans à obtenir il y a 10 siècles, s'obtient de nos jours, en 2 ans ou 2 mois, voilà, d'évolution, de compréhension de soi,
soi, de connaissance de soi, et de délestage des fardeaux du passé, et puis d'ouverture. Ah putain, enfin les possibilités, les virtualités que nous avons sur Terre, vas-y quoi. Et ça se passe à une vitesse inédite, mais exponentielle. C'est-à-dire, on t'es mis un doigt dans l'engrenage, derrière, tu vois, bon ben voilà, oui, ça va y aller crescendo si tu veux. Et c'est ça qui se passe. Donc cet été, ils nous ont fait une canicule de merde, qui est complètement artificielle, foireuse. Même le gouvernement espagnol a reconnu que oui, on fait des épandages chimiques aériens de manière à nous protéger du soleil, ou je sais plus quelle connerie, la géo-ingénierie climatique. Ils l'avouent officiellement, les mecs. Chose qu'ils nous avaient démenti auparavant, au départ, quand ils faisaient ça. Ils disaient mais non, on fait rien. Ils reconnaissaient pas. Après, ils ont en effet. Maintenant, ils l'admettent, mais ils l'admettent. À demi-mot, genre là, on fait ça pour être bien, comme d'habitude. Hein. Ouais, t'as dit, je t'ai rien demandé, connard, puis de deux, tu me tues avec tes merdes, là, tes nanoparticules toxiques, tu peux te les garder en fait. Ouais. Mais maintenant, ils l'admettent si tu veux. Ouais. Mais bon, il y a longtemps qu'ils le font. Au-dessus de la mer aussi, hein. Ils appellent ça de l'ensemencement, mais c'est de la vaporisation pure et simple. Parce que leur but, il n'est pas compliqué, c'est de détruire la Terre. Ils haïssent la vie. C'est tout. Enfin, quand Jésus-Christ te dit je suis la vérité et la vie, pas le programme. Hein. Et c'est ça qui m'avait frappé chez les Cathares, c'est qu'ils avaient effectivement pour le coup une règle de vie, d'hygiène mentale, morale, basique, quoi. Règle de justice et de vérité. Ne jamais mentir, mais surtout ne jamais se mentir, et être toujours juste et vrai. Avec soi-même déjà, envers soi-même. Et la justice à se rendre à soi-même, c'est vraiment déjà pour moi effectivement le combat quelque part commence et s'arrête là, puisqu'à partir du moment où il n'y a plus de source de conflit en toi, puisque tu t'es rendu justice quelque part. Quand ces connards de New Age te disent faut pas se juger, c'est mal, mais bien sûr qu'il faut juger, bande de cons quoi. Refuser de s'abstenir de juger, non ça t'appartient pas, c'est le flot de la vie, mais ta gueule, démission de ta responsabilité, abdication de ton libre arbitre. Tu craches sur ta souveraineté, connard quoi. C'est une honte, tu te rabaisses au rang du chien servile, du larbin et du zombie que Satan veut faire de toi en fait. Ne pas juger, bah ouais, t'as qu'à fermer ta gueule aussi, deviens muet, ça ira plus vite, tu vois. Au moins, tu seras sûr de pas dire de conneries. Putain, mais dites des conneries, mais au moins, quand t'auras plus de conneries à dire, tu commenceras à dire des choses bien. Mais il faut sortir ce trop-plein, il faut évacuer ce trop-plein, même si c'est hâtif, même si c'est tranchant, même si c'est heurté, et que ça heurte. Bah, j'ai envie de t'en dire, s'il y en a que ça dérange, c'est leur problème, c'est pas le tien. Toi au moins, t'as eu le courage d'exprimer ce que t'avais exprimé. Ouais. Même si c'est excessif, même si c'est injuste, même si c'est déplacé, au moins, tu l'as dit, ce n'est plus à dire. Bon entendeur, ça salut. ouvre à la réflexion et puis tu peux y répondre quand tu vois que c'est des conneries aussi. Et le dialogue n'est pas rompu. Ça crée le dialogue. Ouais. C'est cathartique. Alors, du coup, t'as sorti une énormité qui réalise que putain, j'ai dit ça, merde. Les gens sont pas cons, je veux dire. Même ceux qui disent des conneries en longueur de temps, ils le savent, ils s'en rendent compte, ils en sont conscients. Ça, c'est une chose. Quand tu l'assumes dans un deuxième temps, arrête, ta vie change. Parce que déjà, t'arrêteras de dire ça, tu te dis, mais dans quel état j'étais pour avoir dit ça? Ça va en rassurer plus d'un, ce que tu dis là. Dans quel état j'ai pu être pour avoir besoin de dire ça? On culpabilise moins d'être idiot ou con. Mais pour avoir besoin de cracher sa haine, mais crache ta haine, mec, vas-y, c'est bon, c'est de l'engrais, quoi. Par terre, une fleur poussera dessus, quoi. Sur ton vomi, quoi. Dégueule ta haine, vas-y, c'est bon, quoi. C'est pas évident d'exprimer que finalement, même les cons, on en a besoin, quoi. Mais ils sont utiles sans vouloir en fait. Mais tu veux contre quelqu'un, ouais. Bien sûr. Ça te permet de te repérer toi. Putain, ah ouais, lui il a fait ça, j'aurais pas osé. Ou alors putain, il a raison, j'ai envie. Bien ou alors, sûr. Jamais je le ferai. Peu importe, mais au moins tu te situes, tu te positionnes et ça te permet de faire un point toi sur un aspect de ta vie que tu n'avais pas encore éclairé. Genre ah ouais tiens, j'ai une habitude de la con. Ça vient d'où en fait? Et à quoi ça me sert? Ça me rassure. Mais c'est de la merde, j'ai pas besoin d'être rassuré, vas-y, j'arrête. Et puis rien que de savoir pourquoi il dit ça, toi ça t'ouvre la sensibilité, leur opinion diverses. Ça te permet de te mettre à leur place. Ouais, et de trouver les arguments de dialogue, de communication qui peut les emmener sur autre chose. Mais exactement. Après où les gens comprennent que tu es capable d'adopter leur point de vue et de te mettre à leur place, bah, ils te regardent comme un pote, hein, c'est gagné. Hein. Carrément. T'es plus un adversaire potentiel, tu deviens un partenaire d'entrée de jeu. Putain, tu m'as compris. Ça change la vie. Ça. Avis aux amateurs, les jeunes. Les gilets jaunes. Tiens, comme dit Face exprimez-vous, qu'avez-vous à dire? Aussi con que ce soit, on s'en branle, ça te fait du bien, vas-y, t'as le droit, c'est légitime. C'est vrai qu'on a des beaux spécimens chez nous. Et donc, à travers ton savoir sur la philosophie cathare, on retrouve les préceptes que les gilets jaunes se sont plus ou moins imposés au départ. C'est un mouvement putain de Qatar. À bon entendeur, salut. La prophétie de Bélibas, c'est vous qui l'avez accompli, les mecs. S'il l'aurait reverdi, c'est grâce à vous.
C'est pas moi qui le dis. La justice et la vérité en marche, les gars. Carrément. La justice et la vérité. En Voilà. marche, ça me plaît moins, mais... C'est un mouvement de c'est vérité, pourquoi, un mais mouvement de Ouais, lumière. mais ça leur appartient pas, donc Exactement. en plus pour se réapproprier un mot qui nous appartient. On est en marche. Mais oui, Carrément. et on ouais. marche vers T'as la bien liberté, raison. la justice, le bonheur, la vérité Surtout que... et la joie, nom de Dieu de bordel de merde. Donc voilà. C'est ça qui est Carrément. prévu, c'est ça que putain, c'est. Voilà. Dis-moi, tu as parlé de nos sensibilités sur le soleil, notre corps, comment on arrive à percevoir ça de manière consciente ou inconsciente, Ouais. ce qui fait de nous des êtres éveillés ou pas, Ah bah à, oui. à notre rythme au fait, Bien sûr, parce bien que sûr. personne s'éveille à la même, au même moment, rythme, on part pas du même endroit, etc. on n'a pas les mêmes fardeaux. Bon. Et là, j'aimerais te demander ce que tu penses, toi, de notre glande pinéale, Bah, ce que j'en pense, qui c'est est, que. qui est déjà, là, c'est carrément le somnum de l'éveil, quoi. Bah, disons que je pense. c'est la glande endocrine qui correspond au centre subtil Ouais. du troisième œil. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui ont ça en fonctionnement Bien sûr. À fond. Bien sûr. Waouh. Après, Il y a un sacré savoir là, là, du coup, ça, en communication. non, là, c'est plus du savoir, c'est de la connaissance. Mais justement, la différence entre le savoir et la connaissance est relativement importante dans le sens que c'est là que va commencer à s'appliquer quand tu commences à percevoir, pour le coup, les mobiles obscurs, occultes de l'action extérieure visible et des apparences. Quelque part, tu es passé au-delà des apparences, tu es passé au-delà du phénomène, donc tu es au-delà du phénomène, c'est l'essence, hein, c'est ce qui anime la substance, l'existence. Une fois que tu as commencé à percevoir comment ça agit, ça, et que tu ne t'arrêtes plus du coup aux apparences et que tu ne réagis plus aux apparences parce que tu sais ce qu'il y a derrière pour les justifier, pour les motiver, là ouais, tu es en connaissance. Et là tu peux te dire que sans doute que ça doit turbiner un peu au niveau de la pinéale. Chakra en sanskrit ça veut dire roue, hein, parce que ça se présente comme ça se modélise, c'est subtil, hein, ça se voit pas, mais c'est là comme deux cônes, tu vois, pointe à pointe, et qui tournent en sens inverse l'un de l'autre. Un peu comme les Merkaba, on appelle ça la contrarotation, ou la birotation inverse. Ça c'est universel aussi. Les atomes fonctionnent comme ça, bref. Donc pour moi, un des repères pour te dire que oui, ça commence à turbiner un peu là-haut, c'est que ouais, c'est l'œil qui voit tout. Tu n'es plus soumis aux apparences, parce que tu comprends, tu devines, tu sens, tu perçois ce qui motive les apparences et pourquoi les apparences sont ainsi, ce qui te permet d'échapper à toute réaction primaire, de premier degré, face à des choses qui jusqu'alors t'échappaient. Pourquoi ça, c'est quoi ça, quoi, du coup ça t'énerve, ça t'emboucane, ça t'attriste. Là non, ah ouais, mais c'est parce que tu vois d'où ça vient et tu vois la conséquence où ça va amener. Là, du coup, tu n'y es plus subi, tu ne le subis plus. Ça, chevaucher le tigre, ils appellent ça en Orient. Voilà, chevaucher le tigre des phénomènes et des mouvements. Mouvement, mouvoir et mouvoir, c'est la même racine que les émotions. Ça va avec la maîtrise, l'intégration des émotions. Donc voilà. Tes problèmes sont toujours là, mais tu les expliques. C'est plus des problèmes. Voilà. Ce Ce qui fait que. À partir du moment où tu peux l'expliquer, c'est plus un problème. À partir du moment où tu as le sens, t'expliques, tu comprends, tu maîtrises ces gouvernements de merde, la marche de ce monde, le fonctionnement du délire capitaliste, mondialiste, ce que tu veux. À partir du moment où tu vois d'où c'est venu et où ça va, je dis oh putain, là tu peux, je veux dire, t'es dispo en fait, t'es dispo, tu n'es plus sous son emprise où il te baise au niveau du sens. Ça va servir à ça, ça va être pour ci, ça va être pour ça, tu vas voir, ça va être super. C'est faux les mecs. À partir du moment où t'as capté que c'était faux, c'est bon, tu fais ta vie, hein, et ils n'ont plus de prise sur toi. On peut souligner aussi, parce que quand on sait, quand on connaît, c'est évidemment c'est évident, mais quand on connaît moyennement ou pas du tout, il faut dire un truc simple, je pense, c'est que qu'est-ce que c'est que cette glande pinéale. On est tous émerveillés quand on a connaissance, quand on prend conscience de ce que c'est, ce qu'on appelle aussi donc le troisième œil. C'est bien ça. La glande, ouais. C'est physique, on l'a au citron là. Oui, carrément dans le cerveau au milieu là. Tandis que ce qu'on appelle le troisième œil, c'est le centre subtil. Ouais, d'accord. C'est le chakra en sanskrit. Qui sont ces petites turbines studiées en forme de vortex, pointe à pointe, cône à cône, qui pivotent, qui tournent en sens inverse l'une de l'autre, comme ça. Ouais. Il y a le coronal là-haut, il y en a un là, il y en a un à la gorge, il y en a un ici au niveau du cœur, mais il est là. Un autre au plexus, un sur le pubis et un autre entre l'anus et le sexe. Ouais. Le chakra racine. Voilà, c'est les 7 principaux. Et, donc le premier et le 7e, ils nous relient en mode vertical, le premier à la terre et le 7e au ciel.
Et les 5 autres intermédiaires, ils sont en mode latéral, donc c'est vraiment tout ce qui va être reliance, relations humaines, création, participation, parce que c'est horizontal, tu vois. Ouais. Et pour le coup, à chaque centre subtil correspond une glande endocrine. Ouais. Donc la pituitaire, la pinéale, je sais plus quelles autres. Et moi, la pinéale, le peu de... Thyroïdale. Le peu de connaissances que j'ai sur la pinéale et ce que j'ai retenu, c'est que c'est le lien entre la terre et le ciel. Et par quel biais physique? La silice de quartz. La silice de quartz. Ils en foutent plein les smartphones, les ordinateurs. Ouais. Parce que c'est un putain de... c'est un agent piézoélectrique. Ça pour le coup, ça fait partie des... C'est absolument fabuleux, ça. Un truc que j'ai pas encore assez creusé, mais qui sert d'interface, de transduction entre l'énergétique, le subtil pur et le physique. Ah, mais c'est ça, genre tu crées des hologrammes, tu vois, c'est un peu ça, le cristal de quartz permet ça. Ouais. On en a dans la glande, Carrément. dans le cerveau. Donc c'est pour ça que je disais par rapport au rein tout à l'heure que c'est tellement important d'avoir un apport effectivement en minéral régulier, en silice de quartz, et ainsi de suite, parce que ça fait partie de notre machinerie interne. Hein. On en a besoin. D'accord. Donc là, dans ton livre, tu cites tous les vins qui sont encore faits comme ils doivent être faits, mais Je donne pas de liste, mais je raconte pas de par liste. contre. Tu racontes des éléments qui peuvent nous permettre de les trouver quand même. Nous, tu nous ramènes en off éventuellement parce que ça nous intéresse d'acheter du vrai et du pas trafiqué, quoi. Ah mais bien sûr. Mais suffit d'y aller par mots-clés. Hein. Normalement c'est indiqué sur l'étiquette, vin nature. D'accord. Sans sulfite ajouté, il le précise. Ouais. Bon, tout ce qui est bio, je laisse à part parce que le cahier des charges bio, d'accord, c'est plus vraiment, ça ressemble plus à grand chose. Et la biodynamie. J'adore les vins en biodynamie, mon pauvre, mais là tu découvres le vin pour de vrai. Hein. Et le meilleur label de biodynamie, c'est Déméter. Ouais. Bon, après la biodynamie, ça commence à coûter un peu, mais par contre en nature, tu peux trouver des quilles à, je sais pas, 6-7 euros. Tu t'éclates, quoi. Comme il s'appelle le Damien Ménut là, à Thésée dans la Loire, là, il m'a amené des quilles cet été, c'est des trucs mon pauvre, tu peux torcher toute la soirée, le lendemain t'es bien. Hein. Comment dirais-je? Mais en fait, on s'aperçoit comme ça, sans le faire exprès, enfin, en tout cas nous, enfin moi, je parle pour moi, c'est que tout est lié. N'est-ce pas? Lui appelait ça l'interdépendance universelle. Ouais. Alors, un critère d'entrée en connaissance, en spiritualité, en gnose, là, tu peux te dire que tu commences à pas maîtriser ta vie, c'est que tu as percuté que tout est interdépendant. Et qu'encore une fois, si je fais ça, je modifie le mouvement des étoiles à des milliards d'années-lumière. Je le modifie de manière infime, mais je le modifie quand même. Donc ça t'amène à, encore une fois, la responsabilité et la maîtrise de tes pensées, d'esprit, de tes paroles, qui sont l'expression de l'âme, et du corps. Parce que tu réalises que chaque chose, chaque pensée, chaque parole, chaque geste est inscrit dans une espèce d'orchestration cosmique universelle, qui quelque part est déjà plus ou moins prévue par les forces supérieures qui machin, mais qui par contre ne prévoit pas que toi tu as décidé que non, t'as prévu comme ça, je vais faire comme ça. Le libre arbitre, non mais c'est ça qui est rigolo, mais que néanmoins, le moindre de tes choix a des conséquences universelles. Et là tu as dit quelque chose qui est pour moi fort, c'est que tu dis que les paroles sont l'expression de l'âme. Ah oui. Donc là, on va en prendre une leçon, on va en prendre note. C'est que tout ce que vous dites est important. Donc il ne faut pas se contenter de dire n'importe quoi à un moment donné, surtout quand c'est déplacé. Donc sachez que il est très important, quand vous vous exprimez, de ne pas vous laisser porter par la colère, par le mépris, par la haine, parce que pas trop longtemps. C'est des choses à exclure. Là, on en a assez de tout ça. On est là pour l'inverse en fait, on est là pour l'amour et la lumière. Oui, parce que tant que tu es dans le défoulement, c'est pas constructif. C'est que tu as d'abord besoin de te vider toi d'un trop plein de colère, de rage, mais qui est parfaitement légitime. Le tout c'est de savoir ne pas aller trop loin, savoir s'arrêter. Et pas rester dedans. Mais non. Absolument, on est d'accord. Encore une fois, c'est un équilibre. Tout à fait. Tout un volet scientifique, pour le coup, sur la fin du cycle, sur la distinction du temps chronos, latéral, successif, horizontal, et le temps kairos, pouf, qui est vertical et transcendant. Ça aussi, mon pauvre. C'est le texte qui est à la fin du livre, c'est un de mes meilleurs. Pour le coup, ça aussi, c'est ce qui explique les synchronicités, par exemple. Et un autre passage, un autre texte dans ce livre qui m'a coûté cher, c'est une mise au point sur la gnose, l'initiation et l'ésotérisme, parce que dans le New Age,
Bah, voilà, ce que je veux dire tout à l'heure, c'est que c'est comme la culture, c'est ceux qui en parlent le plus qui en ont le moins. Donc, t'as compris. Donc, ces choses-là ne se disent pas. Si t'as besoin d'en parler, c'est que ça t'échappe et que t'aimerais rien, mais que non, en fait. Donc, alors, du coup, j'ai essayé d'expliquer en quoi ça consistait, mais en partant pour le coup d'un point de vue opposé au New Age sur l'initiation à l'ésotérisme, qui était celui de René Guénon, mais qui était un peu dans l'excès inverse, à te restreindre ça, genre oui, il faut des qualifications, tout le monde ne peut pas y prétendre, pas un coup fin, mon cul, walou. Évidemment, ce que fait le soleil depuis quelques années, a valeur, a potentiel initiatique, c'est certain. L'initiation, c'est quoi? C'est la réception, techniquement, on va être précis pour le coup, c'est la réception d'une influence spirituelle. Un initié, c'est un type qui a reçu une influence spirituelle. C'est quoi une influence spirituelle? Tu peux imaginer un Elohim là-haut, qui dit, ah tiens, ça c'est pour toi, cadeau. D'accord? Une fois que tu as reçu le germe, carrément, initiation virtuelle, tu as un germe, il faut le cultiver, il faut le faire germer, il faut le faire fleurir, il faut le faire fructifier. Là, tu passes dans l'initiation effective, tu passes du virtuel à l'effectif. Et ça, c'est par ton étude, c'est par ton observation de toi-même, l'observation de soi. Observer ce que tu penses, pourquoi, comment, observer ce que tu dis, pourquoi, comment, observer comment tu parles avec les autres, observer comment tu te tiens. Le corps est le champ de bataille de la connaissance, disait Abellio. Donc, être attentif du coup, alors voilà, les méridiens, c'est intéressant, c'est utile, la symbolique des organes, le fonctionnement des organes, savoir que le foie métabolise la colère, savoir que les poumons métabolisent la tristesse, savoir que les reins métabolisent la peur, et savoir que le cœur métabolise la joie. C'est les 4 émotions principales. On me dit, putain, mon genou, pourquoi il me fait mal quand je suis comme ça, et pourquoi celui-là il va bien quand je suis comme ça? D'accord, ça veut dire quoi les genoux? Génou, génie, génitive, génération, générer, c'est le même mot. Mettre un genou en terre, c'est s'ancrer, c'est s'enraciner. D'accord, donc j'ai mal parce que je manque d'ancrage, ou je manque d'humilité, parce que je suis pas assez souvent à genoux, patin, coup fin. Donc l'observation du corps, et la compréhension du corps, parce que le corps parle, le corps communique, mon pauvre. Du coup, voilà, et ça t'aide à l'intégration esprit, âme, corps, quand ça devient, non plus quand c'est séparé et décalé, mais quand c'est compénétré, tu vois, intriqué, voilà, au sens quantique de l'intrication quantique, clairement. Je ne peux plus distinguer esprit, âme, corps, voilà, je suis mon âme, je suis mon corps, je suis mon esprit, ça devient indissociable. Cohérent, unité, voilà, l'union, qui est le but de toute spiritualité, yoga veut dire union, c'est voilà, l'union et l'unité entre le petit soi et soi, entre l'individu et l'univers, on va dire, intégration. C'est l'objectif ultime de toute démarche dite initiatique ésotérique. Et comme je disais tout à l'heure, de nos jours, ça nous est a priori, ça nous est offert sur un plateau par les simples conditions atmosphériques et solaires dans lesquelles nous sommes. Et prendre... Alors, ça se vérifie, je veux dire, parce que c'est bien joué de dire hey, le soleil va nous sauver, t'as qu'à te poser le cul au soleil et puis tu serais initié par Papa Soleil, vas-y ta gueule. C'est une prise de conscience, c'est une prise de décision. J'ai emmené quelqu'un sur le PEC en randonnée qui était dans une démarche comme ça il n'y a pas longtemps, qui était dans une démarche qui avait déjà booké un rendez-vous avec des Esséniens, des disciples d'Olivier Manitara, qui est mort il n'y a pas longtemps, d'ailleurs j'ai appris ça. Si les mecs ils font des consolamentum à Montségur si tu veux. T'as encore des gus qui se pointent, alors je sais même pas au solstice, ils y vont n'importe quand, je sais pas comment ils sont habillés, je m'en branle, je vais même pas le savoir, je vais même pas savoir s'ils parlent en latin, en occitan, on s'en branle, ils font des consolamentum. Putain, c'est plus la peine les mecs, c'est fini ça. Il y a que les francs-macs qui sont encore assez cons pour attacher de l'importance et de la valeur à des rituels aussi ridicules, périmés, et puis en plus les leurs sont complètement pervertis, entre parenthèses. Et même nocifs quoi, surtout. Mais t'as encore des gus qui se pointent à Montségur pour jouer au Qatar et faire des consolamentum. Le consolament canard, c'était le baptême de feu. À l'époque, il le faisait par imposition des mains. Quand t'as quelqu'un de... Moi j'ai connu ça quand j'ai un peu chauffé dans la scène New Age, il y a un type que j'ai bien aimé qui était Gilles Cinquin, qui faisait lui une séance de méditation bouddhique, tu t'écoutes respirer sans rien penser, puis simplement il avait compris que lui, la lumière, tout se passe, c'est aussi dans la tradition bouddhique, tout se passe quand t'es dispo sans penser. Le fameux calme mental. Impossible, inaccessible. Mais bref, quand tu es quand même dans cet état disponible, sans penser, c'est là que la lumière descend. Il n'y a plus d'obstacle conscient ou mental au passage de cette force intelligible, de cette lumière intelligible, qui du coup peut t'ensemencer. C'est un baptême de feu. Techniquement parlant, nous sommes en plein baptême de feu, collectif, à l'échelle mondiale. C'est considérable. Donc tout le monde est à même de recevoir ce putain de baptême de feu, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Le baptême de feu, c'est la réception de pas n'importe quelle influence spirituelle, c'est la réception de l'Esprit Saint. Et c'est quoi l'esprit? Alors esprit, spiritus, souffle. Pneuma en grec, le souffle.
Un souffle nouveau. Voilà. Hein. Et porteur de, d'accord, des potentialités, des virtualités qui nous dépassent encore, tu vois, de moins en moins, mais bon. Et donc, pour le coup, là, je suis d'accord pour dire, et j'ai mobilisé Guénon pour venir à la rescousse du New Age, en appuyant cette hypothèse maximale, qui est que oui, l'expression était de Greg Braden, un auteur New Age à succès, là, américain, qui a osé parler d'initiation collective. Je pense qu'il a raison. Je pense que c'est vrai. Et encore une fois, si tu le veux. Parce qu'effectivement, si tu attends que ça se passe, comme ces connards de New Age, voilà, qui sont encore dans l'assistanat, qui ont encore ce besoin d'autorité, qui ont ce besoin d'être maternés ou paternés, qui ont ce besoin de suivre un gourou pour qu'on leur explique où pisser, quoi manger, quoi dire et pourquoi et comment. Ceux-là, t'oublies, hein, il y a encore du chemin. Par contre, quand tu as décidé de t'en sortir, que tu as putain de décidé que tu ne subirais plus ce monde de merde et ces lois stupides, mais putain, le ciel te répond aussitôt. T'as pas besoin d'un initiateur et d'un connard avec une toge, un tablier, des plumes dans le cul qui s'appelle Grand Dragon du grand degré du commandeur de mon cul de visite ta gueule, dégage. Tu parles au ciel, ça suffit quoi. Tu parles au soleil. Je confirme. Il va te répondre. Hein. Ah bah oui. Tu ne sentiras pas passer, mais par contre, tu vas te mettre à faire des liens que putain t'avais pas capté jusqu'alors. Tu vas te mettre à capter des trucs que putain c'est vrai, merde, j'avais pas capté ça. Bah t'as été initié, connard, c'est bon, c'est fini, t'as plus de questions à te poser là. Par contre, c'est que des réponses qui vont arriver, tu vois. Et t'as besoin de personne pour y arriver, ça. Alors, après l'initiation virtuelle, effectivement, quand t'as reçu ta dose, c'est chacun la sienne, hein, parce que c'est le ciel qui mesure, il est pas con, chacun ne reçoit que ce qu'il peut recevoir, que ce qu'il peut encaisser. Donc, ça sert à rien de te plaindre, ouais, c'est dur, non, c'est bon pour ce que t'as, fais pas chier, quoi. Sois content, assume et certain de ce que t'as reçu, tu vois. Et là, ouais, il est bon d'être accompagné. C'est solitaire jusqu'à un certain point. Tu ne peux pas rester seul passer un certain point. Sans quoi tu crames, tu pètes un plomb. Enfin voilà. Il faut, pour échanger des références, pour témoigner sur ton parcours, pour partager des expériences qui te font faire des putain ça c'était ça pour toi donc pour moi ça mais c'était ça aussi donc ça veut dire que et ainsi de suite. Là voilà la partie effective de l'initiation demande à être ensemble en fait. Mais enfin, l'essentiel, c'est la prise de décision. Je veux chez les orientaux, c'est la libération, la délivrance. De quoi veux-tu être ? De quoi veux-tu te libérer ? Simplement te poser cette question de manière franche, hein, honnête, radicale, en posant tes couilles sur la table, ça agira. Tu vas recevoir l'Esprit Saint. Parce que lui, il est là pour ça. Et il attend que ça, que nous posions ces putains de questions pour que lui, enfin, puisse nous répondre. Si j'ai pareil, une nana que j'ai emmenée sur le PEC qui me dit alors, les extraterrestres, ils sont quoi dans la montagne ? Je pense qu'ils attendent impatiemment que tu arrêtes de te poser des questions aussi connes, quoi. Tiens. Quand on aura marre de te branler la nouille sur des questions aussi connes, bah, ils pourront peut-être commencer à se manifester, tu vois. Donc, tu vois. Un peu de responsabilité individuelle quoi. Sérieux quoi, t'as pas d'autres questions à te poser dans la vie pauvre conne quoi. Donc on coupera au montage. Quand tu te prendras au sérieux toi et que tu oseras formuler tes putains de questions en ton âme et conscience parce que ouais ta vie en dépend, bah t'inquiète que la vie va te répondre. Ouais. Ça suffit quoi. Ouais. Servez-vous des dictons s'il le faut, hein. Il y en a plein. Hein. Aide-toi le ciel t'aidera, demande et tu auras, etc. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et patati et patata les amis. Hein. Bon. C'est simple hein, mais dur, mais simple. Voilà. Donc j'ai un peu perdu le fil au niveau des livres. On était ouais. Alors Apocalypse, ouais, je crois en parler 8 heures. Donc celui-là c'est le dernier, donc c'est l'avant-dernier. L'avant-dernier. En décembre 2018, d'accord. il est paru. Celui-là aussi édité c'est en nom propre. Sous ma marque édito, ouais. Donc disponible aussi, hein, les amis. Hein. Bah, vous pouvez voir sur édition-du-laurier.com. Hein. Voilà. On vous le redit, hein, au cas où. Donc on est présent physiquement à Bugarache. Hein, on n'est pas dans le virtuel. Donc si vous voulez profiter de ces livres, s'il y en a qui vous intéressent, vous m'appelez, hein, Eric. Et puis voilà, on va vous ramener un petit carton. N'hésitez pas, hein, c'est le moment ou jamais. Si ça vous dit, vous contactez Eric, voilà. vous lâchez votre prénom, comme ça je peux faire une dédicace. Et je fais une remise spéciale gilet jaune. Ah, carrément. Ah, j'ai bien entendu. On va le faire aussi. N'hésitez pas. Comme ça, de ce qu'on enregistre, mais on va le faire en live aussi ça. Et donc, on est ici. Donc on va le faire comme tu as eu l'idée de le faire et c'est très bien.
Mais on va le proposer en live parce que là, le temps du montage, le temps va passer. D'accord. Ok. Ouais, bah, c'est encore de ma faute. Et là, c'est super ce qu'il vient de nous dire parce que là, c'est le cœur ouvert, quoi. Bon, bah, attends. Le cœur ouvert, la porte ouverte, le cœur ouvert et tout ce qui va avec, quoi. Moi, je suis honoré que vous emmeniez les livres, hein, tu rigoles ou quoi? Bah, c'est nous-mêmes on est honorés de t'avoir rencontré et d'avoir pu passer du temps avec toi. Ben, merci à Lily d'ailleurs. Hein, merci. C'est grâce à Lily, quoi. Respect à Lily. Merci Lily. Sans toi, rien n'est possible. Voilà. Et donc, alors ton dernier livre sur les pierres de foot, tu me disais. Alors là, putain, ouais, donc rien à voir, un truc improbable sorti de nulle part. On va bien trouver un lien, t'inquiète. Ça faisait que, bah oui, ça faisait la lumière, tu vois, voilà. le feu de Dieu, quoi. Parce que j'ai commencé, je randonne depuis que je suis ici, je crapahute dehors, tu vois. Mais j'ai vu des pierres et des roches qui m'ont interpellé parce que elles sont trouées, parce qu'elles sont percées. Et on montrera des images tout à l'heure, j'ai les pierres à la maison. Des amandes parfaitement stylisées, ainsi que parfois que des croix, des Y, des caractères runiques, comme des signes proto-cunéiformes. Déjà, c'est quoi ce bordel? Et je me rappelais d'un texte de René Guénon, imbitable, qui s'appelait Les pierres de foudre, en 1929. Mais qui te sort ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il te parle de béthyl, donc les pierres sacrées, il te parle de pierres noires, les aérolithes, les pierres tombées du ciel, il te parle de DH en silex préhistorique, il t'embrouille un truc, et comme Guénon a codé beaucoup de choses, mine de rien, Guénon a établi entre les lignes, et non pas à la lettre mais selon l'esprit, quitte parfois au point même à retourner une affirmation pour lui faire dire l'inverse. Je pense que ça va jusque là, donc Guénon a écrit, il y a plusieurs niveaux de lecture chez René Guénon. Les pierres de foudre, il t'explique ni plus ni moins que l'origine divine de l'humanité, à travers ces putains de géniteurs et génitrices de l'époque, qu'on appelle Dieu et déesses, mais qui sont aussi les anges et les archanges, qui sont les Elohim et les Malakim de l'écriture hébraïque, qui sont des êtres de chair, de sang et d'os comme nous, les gars, hein, et qui existent parfaitement et qui sont pas encore là, mais qui étaient là, en tout cas qui étaient là parmi nous il y a très longtemps, quoi. Et c'est eux qui ont fait la montagne, et c'est eux qui ont fait les pierres de foudre. Les pierres de foudre, c'est un témoignage et un vestige des grands combats mythiques avant et après la chute de l'Atlantide, parce qu'il y a eu des guerres avant le cataclysme du déluge, qui est historique, hein, qui est avéré. Il y a eu gros combats sur toute la surface de la Terre qui a entraîné la chute de l'Atlantide. Et ces combats ont eu lieu partout dans le monde, mais en particulier ici c'est les Corbières, mais c'est rattaché aux Pyrénées. Toutes les Pyrénées sont farcies de ces pierres-là, trouées, percées, marquées. Et pourquoi la pierre de foudre? Parce que c'est la foudre qui les a façonnées, qui les a déchirées, qui les a marquées, mais pas la foudre des orages, la foudre de Jupiter, d'accord? Le marteau de Thor, le Vajra d'Indra, c'est pareil, le Dorje en tibétain, c'est l'éclair, ainsi que le diamant. Mais parce que pour péter du calcaire ou du granit, effectivement, même si avec une pointe en diamant, d'ailleurs, tu n'y arriveras pas. C'est elle qui pètera. Non, j'exagère un peu, mais je te dis ça parce que j'extrapole sur autre chose, mais j'ai vu une vraie aérolithe il n'y a pas longtemps, un copain de Tuchan a trouvé sur le Montoche une pièce en métal non terrestre. Ça, j'en parlerai plus tard parce que bon, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Mais les pierres de foudre, voilà, c'est un témoignage, un vestige des combats des dieux sur Terre. Et puis ils sont battus aussi pour une part pour nous aider. Et il se trouve que, ça tu peux le constater, partout où tu as des pierres de foudre par terre, alors tu as de la mousse, tu as des signatures végétales également, mais c'était des sanctuaires, des temples. Alors néolithique, paléolithique, tu as souvent des mégalithes à côté, des pierres dressées, des menhirs, des dolmens, des sanctuaires celtiques, druidiques donc, puis chrétiens, paléo-chrétiens, chrétiens. Et particulièrement templiers. Et les lieux de culte des Cathares à l'époque, des Visigoths, hein, les bénédictins visigoths, les mecs allaient se poser là où il y a les pierres de foudre. C'est que ça doit être profitable quelque part d'une manière ou d'une autre au boulot de ces mecs-là qui consiste à travailler sur soi, à apprendre à se connaître, à se maîtriser, à être en phase avec le ciel et ainsi de suite. Hein. Les bénédictins c'était des vrais. Hein. Donc ça m'a fait dire que les pierres de foudre, oui, elles portent forcément une influence. Guénon te le confirme. Là-dedans, tu as la Shekinah, ni plus ni moins. La Shekinah, chez les Hébreux, c'est l'Esprit Saint. Hein. Je sais pas, imagine que Notre-Dame, la déesse, gueule ou dégage un flot de colère ou une exclamation forte. Ça va dégager une onde de choc qui va défoncer la matière et ça laisse une empreinte dans la roche, dans la pierre, dans la terre. Il y a une empreinte
céleste, divine, extra-humaine, supra-humaine, partout où nous sommes en fait. Et ces pierres de foudre là, je veux dire, après tu le vois à l'usage, hein, tu peux jouer avec en les positionnant face au chakra, les chakras répondent. Hein. Le cardiaque répond aussitôt, ça active et ça favorise le flux métabolique de lumière dans l'organisme. Donc c'est des trucs thérapeutiques, Guénon te dit dans la tradition, ce sont des pierres aussi prophétiques qui donnent la capacité à... La prophétie, c'est pas dire ah, demain il va faire ci, il va se passer ça, bande de cons, vas-y, par ici les monnaies. Prophétie, c'est interpréter la volonté du ciel. Donc ça va être en phase avec les volontés du ciel, que ce soit simplement astrologique ou astronomique ou à un niveau beaucoup plus subtil que ça. Mais quand tu es en interaction avec ce niveau-là de la réalité, t'es prophète. Bon, c'est tout, ça s'arrête là. Hein. Ça veut pas dire qu'on va t'appeler Monseigneur et toutes ces conneries. Tu vois. C'est une qualité, c'est un état d'être, point barre. Hein. Mais ces pierres-là étaient utilisées pour ça. On en trouve en pagaille sur le Bugarache, on en trouve en pagaille à Montségur, autour du château du Bézu. Enfin, toute cette ligne-là, j'ai montré une carte cet été, tu peux coller un arbre des séphiros de la Kabbale sur la carte. Hein, t'as Keter à Carcasse, sur la basilique Saint-Cel-Saint-Nazaire dans la cité de Carcassonne. T'as Bina à Montségur. T'as Ormar à Opulpérios, terrain militaire, site d'observatoire météo, centre d'entraînement des forces spéciales. Ils vont pas n'importe où les mecs hein, pour jouer au héros là. Truffé de grottes, une histoire de tombeau ultra ancien. Bon d'accord. Et pareil pour la Catalogne au sud des Pyrénées. Hein, le secteur pour moi, je n'arrive à penser que ce secteur de la Catalogne, donc nord-sud Pyrénées, on va dire du pic de nord, en Cabardès, Minervois jusqu'à Barcelone hein, et Montserrat. Et le réceptacle de la Jérusalem céleste. J'ai encore du mal à le lire tellement c'est. Enfin pour l'instant, les éléments que je suis en train de trouver vont dans ce sens. Alors, les éléments dont je te parle, pareil, je suis en plein dedans, j'ai pas mal d'images à montrer, avec des triangulations sur la carte complètement délirantes si tu veux. Ils ont quand même trouvé le moyen de foutre les montagnes pour faire des triangles de 144 km de côté. 144 km de côté, au mètre près. Alors tu fais ça avec des montagnes, tu fais ça avec des abbayes, tu fais ça avec des châteaux, château Cathare, Montségur, la chapelle Sainte-Barbe à Opulpérios. Donc tout le territoire a été marqué, balisé, préparé il y a des dizaines de milliers d'années, avant même les bâtisseurs mégalithiques, c'est-à-dire par les montagnes, pour servir de borne et de repère, de manière à tresser un réseau géométrique, cohérent, qui va donc induire une circulation d'énergie subtile, une circulation des champs de force, qui sont émanés par les montagnes. Une montagne est une turbine, c'est une pointe, ça agit comme un cône. Hein, les cônes en culture, en électroculture, la pyramide, les pyramides en cuivre, machin, ce sont des catalyseurs d'énergie subtile, céleste cosmique et puis tellurique terrestre. Ça les attire à soi et ça les restitue à l'environnement immédiat. Les menhirs servent à ça, les vraies églises cathédrales servent à ça, et les montagnes, d'autant plus, parce que ça c'est naturel. Même si je pense que les géants ont mis la main à l'ouvrage hein, à l'époque, mais bon, c'est pas le plus important. L'important c'est le résultat, à quoi ça a servi. Les mecs ont borné le territoire. Parce que ça induit du coup voilà, le fait d'avoir une montagne là, 144 km, ou 666, ou 618, ou 333, ou 222, ou 444 km, 515, il y a même un pentacle à 5 branches, ça fait 515 km de périmètre, mais comment c'est possible? 515 c'est un des nombres que Dante a utilisé pour coder la Divine Comédie. Et la Divine Comédie de Dante parle d'ici. Il parle de la chute des Templiers, la destruction des Visigoths à l'époque des Cathares, enfin, et le transfert de pouvoir qu'il y a eu à l'époque où Philippe le Bel défonce les Templiers, qui est vraiment l'entrée dans le monde moderne et le début de la déviation satanique sur Terre, qui était déjà commencé un peu avant, mais là ça a été le coup de massue ultime, on y allait franco, tu vois. Et c'est inscrit sur les cartes du territoire, tu retrouves ça sur Google Earth, quoi. Ça pour dire que voilà, le pays a été façonné, le paysage, le territoire a été construit pour déjà la qualité de vie, parce que t'es bien dans les Pyrénées, hein, je te prie de le croire. Hein. Volem vieux Real País, les Catalans, les Occitans, ils l'ont pas inventé, hein, on est bien chez nous. Hein. T'as le répertoire traditionnel et plein de chants qui disent putain, c'est le jardin des dieux ici. C'est l'Éden. Mer, montagne, qualité de vie, abondance de tout, la sardane, la fête, la joie, la vie, yallah, tu vois. Les Pyrénées, c'est quand même très fort, la Catalogne. L'art de vie, la qualité de vie, qui sont devenues des qualités des attributs françaises. Mais qui historiquement, bon, c'est comme les Visigoths, les vrais fondateurs de l'Europe moderne dans ce qu'elle a de positif. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et les Français ont tout piqué de cet héritage-là. Mais tout ça pour te dire que, voilà, les pierres de foudre, voilà, pour moi,
m'ont permis d'avancer aussi dans les mystères de Rennes-le-Château. Ce que je viens de te raconter là, c'est ni plus ni moins que le mystère de Rennes-le-Château. Les histoires de trésors, d'argent, les lignées du Saint Graal, c'est encore un aspect, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que le territoire a été prévu, le territoire a été engrammé, le territoire a été programmé pour donner lieu à des putains d'effets à notre époque. Et cet effet, c'est quoi? C'est le retour de la justice et de la vérité sur Terre. Et nous sommes sur le méridien zéro ici. Il y a pas mal de sources pour te dire que l'axe du garage Canigou, 40 km à vol d'oiseau entre les deux, on ne sait rien, fait figure de chakra cardiaque de la Terre. C'est vrai, je veux dire, il va se passer des choses, quoi. Carrément. Voilà comment on est les pierres de foudre. Mais pour moi, c'était vraiment la preuve de l'existence des dieux et des déesses. Parce que seule une force suprahumaine a pu faire ces putains de croix et ces putains d'ogives et ces amandes magnifiques dans du calcaire et du granit. Et rien que ça, on parlait des étoiles tout à l'heure. Voilà, tu veux entrer en spiritualité, tu veux entrer jouer avec des grands mots comme initiation ou ésotérisme, commence par prendre conscience que les étoiles sont des êtres vivants et intelligents, qui savent que tu existes, et qu'il y a peut-être un moyen d'interagir avec elles en fait. Ouais. Une fois que ce contact-là est noué, l'interaction déjà ira exponentielle, encore une fois. Tu peux plus t'en passer en plus après. Mais, et puis c'est eux qui peuvent plus se passer de nous. Carrément. Je t'ai pris de croire que qui a besoin de Dieu? Vas-y, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Il est en chacun de nous. Déjà. Il se sert de nous, mais il attend que nous voulions bien le servir pour se mettre à notre service. Bien sûr, apparemment. C'est une interaction permanente. Donc une fois que le pied est pris, c'est bon, ça roule. Pour le coup, les fausses questions sautent et les réponses commencent à arriver. Magnifique. Donc voilà, Pierre du Four, pour moi, c'était une porte d'entrée, mon pauvre, mais alors, grâce au soleil. On est d'accord là-dessus, Alexandre? Par amour. Ouais. Ah c'est super. C'est parti. Voilà. Alexandre va vous présenter les pierres de foudre. Allez. Matériellement parlant. Les pierres de foudre. Voilà une belle découverte. Donc ce sont des pierres qui ont été frappées de manière à laisser des traces aussi parfaites que cette croix. Alors, et il est bien connu que la nature adore les angles droits. Donc quand tu as affaire, en plus tu vois, cette branche-là se prolonge, tac, c'est en relief. Carrément, donc il y a plusieurs tailles, comme on va pouvoir le voir. Et après j'ai des photos sur des rochers où tu as une croix parfaite d'un mètre, d'une taille d'un mètre, quoi. Et on a aussi des pierres percées tout simplement. Ah ouais. Bon, alors là elle a une petite croix, tu vois aussi, mais si tu observes un petit peu la finesse, la précision du rebord ici, on a l'impression que ça a été usiné. Ouais. Cette pierre a été façonnée par un outillage non humain, supra-humain, parce qu'on est quand même sur des périodes ultra anciennes. Celle-ci est remarquable parce que moi j'adore, ce qui m'a frappé avec ces pierres-là, et quand j'ai percuté ça m'a fait la soirée, je suis prêt de le croire, c'est que la tradition attribue au Saint Graal la caractéristique que des caractères ou des inscriptions peuvent apparaître dessus, suivant certaines conditions. Il se trouve que ces pierres-là, selon l'éclairage que tu vas lui donner, tu verras ou pas apparaître des croix et des signes. D'accord. Alors ce qui est particulièrement étonnant à mon sens, c'est de voir des signes sur toutes les faces, sur certaines en tout cas. Exactement, comme si elle avait pris une explosion, une explosion l'avait projetée hors du sol, et que lors de sa chute, elle avait reçu des impacts à différents endroits de sa chute, à différents moments de sa chute. Ouais. Et qui lui ont laissé cette trace, à cause d'une projection. C'est comme s'il avait été frappé par des éclats d'un matériau, genre une espèce de métal extraterrestre en fusion ou en train de cramer, qui en frappant la pierre s'est dissous, a fondu, en laissant cette trace sur la pierre. Ouais, on peut donc imaginer, comme tu viens de l'expliquer, si j'ai bien compris, qu'elle a été frappée plusieurs fois. Oui. C'est ce qui expliquerait qu'elle est marquée sur toutes les faces. Voilà. Mais en revanche aussi, si ça peut être, tu me dis si je dis une bêtise, mais comme on disait tout à l'heure, c'est permis. C'est même recommandé. Ouais, c'est même recommandé. Donc elle peut être frappée par quelque chose qui serait, je dirais, comme tu dis, du feu ou quelque chose de très fort. Ah oui. Et là, c'est peut-être que, comme tu dis, elle bougerait, s'éclaterait certainement. Mais ne serait-ce que d'avoir été
touché qu'une fois par quelque chose de super puissant, de super fort, peut-être que ça la prend complètement sur toutes ses faces, quoi. Voilà. Enfin, je peux imaginer ça comme ça aussi. Comme si elle avait baigné dans un, dans un environnement d'un taux vibratoire électromagnétique infernal. Ouais. Et qui du coup, incroyable, qui la façonne partout. Qui la façonne, qui l'impacte, qui lui laisse des traces. Exactement. Donc ça serait pas vraiment la répétition de la foudre sur cette pierre, ça s'effectuerait en une fois. C'est des probabilités qui pourraient être ça, comme il vient de le dire. L'un n'empêche pas l'autre. Absolument. Et puis quand on parle de foudre, encore une fois, c'est pas la foudre des orages, c'est la foudre de Zeus. C'est la foudre de Jupiter. Bonjour. Donc on a affaire a priori à des technologies ou à des armes de combat largement supérieures à ce que nous connaissons en termes de laser ou même d'armes officieuses comme les armes à ondes électromagnétiques pulsées. Ouais. Ils en ont ces enculés. Carrément, ouais. Tu peux buter quelqu'un à distance de manière invisible, imprévue. Ouais. Ils déclenchent des cancers comme ça. Dès que tu as une mort suspecte chez quelqu'un qui meurt sans raison, c'est qu'il a subi un rayon dans la gueule et qu'il a déclenché un cancer n'importe où. Ça, ils savent le faire. Et je sais pas si c'est avec je crois que c'est avec ce genre d'armes que certainement plusieurs pays, puisque tout ça c'est gardé secret, c'est de pouvoir détruire des satellites depuis la Terre, quoi. Tu vois, les Chinois par exemple. Ça, et puis le climat aussi, parce que ils ont ce champ d'antenne immense là en Alaska, le système HARP. Fukushima c'est eux, le tsunami de 2004 a priori c'est eux, jusqu'à la tempête de décembre 99 chez nous, a priori elle a été déclenchée par les Américains. Ouais. Parce qu'à cette époque-là, Chirac et Jospin étaient en train de faire chier les ricains dans le cadre des négociations du GATT et de l'OMC, enfin un gros volet mondialiste où la France faisait front au niveau de l'AMI, qui était l'accord sur les investissements, enfin bref, qui était un volet des accords du GATT qui consistait à marchandiser la culture en fait. Et Chirac et Jospin avaient fait front commun pour dire non, la culture c'est pas un bien, c'est pas une marchandise, connard, ça passera pas. Et comme par hasard, dans la foulée, on s'est pris la tempête de 99 dans la gueule, tu vois. Et dans la foulée, Chirac signait, quoi. Ouais. Bon. Hasard, coïncidence. Tu vois. Donc voilà ce qu'a fait la foudre des combattants, des dieux, des géants, des héros, des titans à l'époque. Je veux dire, une marque pareille ne peut pas être naturelle. Ouais. Une marque pareille, tu as vu la finesse ici de ce qui reste, ouais. Une marque pareille ne peut pas être naturelle, avoir été fait par l'érosion de l'eau par exemple, comme certains géologues sont assez stupides pour le prétendre. Honte à vous, bande de connards. Mais ça ne peut pas avoir été fait par l'homme non plus, je veux dire. L'homme de Néandertal, a priori, il ne sait pas faire ça, tu vois. Il n'a pas de laser. Hein. Donc là, on est toujours dans la présentation des différentes pierres de foudre. Celle-là est superbe. Superbe. Et celle-là aussi est remarquable. Celle-là, elle vient d'Opule Perios. Ah ouais. T'as vu ce qu'elle a pris dans la gueule, celle-là. Hein. Et encore, tu vois, là c'est un petit peu recourbé, tu vois. Ouais. Tac. Là on a une arche, hein. C'est ouvert mais c'est fermé en haut. Ici, là, c'est une amande qui est presque parfaitement régulière, tu vois. Ouais. L'amande, c'est l'amande d'or, là. L'amande et l'amandier sont attribués à Marie la Vierge, à Notre-Dame. Hein. Donc tu peux te dire que c'est peut-être Notre-Dame elle-même en personne qui a foutu son feu sur la pierre. Ce pourquoi Guénon te dit que dans la tradition hébraïque, les pierres de foudre, les bétiles, Beit El, demeure divine, maison de Dieu, sont porteuses des influences spirituelles de la Shekinah, l'Esprit Saint. Donc l'intelligence, le feu, la force d'amour, de volonté, l'intelligence de Notre-Dame. C'est ça qui explique ce qu'il y a dans ces pierres et qui explique leur état. Ça, c'est l'hypothèse haute que je brasse et que je vérifie depuis quelques années maintenant, quoi. Ouais. Et tous ceux qui ont eu l'occasion d'avoir ces pierres en main ou sous les yeux te disent putain, ça secoue ton truc là. Hein. Ouais. J'ai fait le test une fois avec un cadran de mesure en unité bovis, tu sais. Ouais. T'as tout un cadran comme ça, un demi-cercle avec l'extrême gauche lieu cancérigène et puis tout au bout à l'extrême droite sanctuaire, présence divine, patin, couffin. Tu mets une pierre sur la feuille, tu mets le pendule, il va partir là le pendule. Encore une fois, je t'ai dit que là où tu as ces pierres, tu as des sanctuaires, il y a des lieux de culte druidiques, et puis ensuite des églises, des chapelles bénédictines, visigothiques, enfin les lieux templiers. Depuis des siècles. Du coup, ils se mettent là où il y a ces pierres. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose là-dedans qui les intéresse et qui est bénéfique en fait, qui est putain de bénéfique. Carrément. C'est thérapeutique et c'est bénéfique.
à manipuler. Que tu vois, tu peux te la positionner à hauteur des différents chakras Ouais, et jouer sur la proximité comme ça. Normalement, ça répond. Ça répond, ça accélère la rotation des centres. D'accord. Donc voilà ce que sont pour moi les pierres de foudre. Hop. Ouais, c'est ça. ouais, pour la voir parfaitement, il faut jouer avec le point de vue de l'éclairage Ouais. qui laisse apparaître les signes. Qui fait apparaître. Non, mais voilà. Ouais, C'est quand même une des caractéristiques du Graal dans la tradition. Donc non, ça veut pas dire que cette pierre c'est le Graal, pas plus que parce qu'il y en a des millions, des milliards des pierres comme ça sur Terre. Il ouais. n'y en a pas que dans les Pyrénées, on est bien d'accord. Il faut savoir les reconnaître et avoir connaissance de ce que tu exprimes aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui sait ça. Hein. Ah bah, bien évidemment, si tu veux, sur le chemin, le chemin du Linas que vous avez emprunté hier ou avant-hier, je sais plus, Ouais, tu marches dessus en fait. avant-hier. Ouais. Tu as des pierres Ouais. avec des croix Comac, Ouais. dont la surface est toute polie, par le passage des gens depuis des milliers d'années. Mais genre, tout le monde marche sur les pierres de foudre sans percuter, sans faire gaffe à ce que c'est. Absolument. Donc moi c'est parce que effectivement j'avais mémoire de ce texte bizarre de Guénon sur les pierres de foudre. Je me disais tiens c'est peut-être de ça qu'il s'agit en fait. Donc j'ai étudié son texte en lisant entre les lignes comme je t'ai dit. Ouais. Parce que Guénon est à plusieurs niveaux de lecture. Je me disais mais putain c'est pas possible. C'est pas possible. C'est ça qu'il dit. Il dit que c'est les dieux qui ont fait ça avec leurs armes de combat. C'est les traces de leur champ de bataille. Carrément. Et s'il insiste sur la Shekinah, Beitel en hébreu, de demeure divine, il y a une trace de Dieu là-dedans. Il y a une trace de la divinité, il y a la trace inscrite, elle est là dans la pierre, d'une présence et d'une intelligence, a priori supérieure à nous, mais en tout cas qui nous veut du bien. Elle. Je pense qu'en France, c'était le premier à en parler. Au monde. Des précurseurs, hein, ouais, tout à fait, j'ai jamais entendu. Je sais qu'il y a un chercheur aussi, enfin un amateur d'alchimie, qui prétend qui confond pierre de foudre et fulgurite. La fulgurite est a priori un résidu volcanique. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Ouais. Donc voilà, pour moi, voilà ce que sont les pierres de foudre. Magnifique. Et leur fonction, leur fonction et leur rôle. Encore une fois, c'est un support. Un support. Parmi tant d'autres. Un support parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Ouais, unique et C'est unique en soi les pierres de foudre. carrément. Parce que des combats suprahumains comme ça, il y en a eu sur toute la Terre, mais pas partout non plus. Ouais. Et sur le secteur où ça a vraiment bardé, où ça a vraiment chauffé, il reste une ambiance, mon gars. Genre, tu vas à Périos, t'es hors du monde. Hein. Là-haut, sur le PEC, c'est pareil. Tu vois, comment dire, les concepts d'espace-temps commencent à fluctuer un peu, tu vois. Donc, Ça, c'est tangible. Genre, tu le vérifies, tu le constates. C'est putain, je suis bien dans ma méta là. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis plus dans le même état. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a par terre? Il y a ça. Ça irradie, figure-toi. Ça irradie quoi. Donc, après, on est conscient. Ah putain, c'est ça, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que c'est? Je peux lui demander plein de choses et tout. Me rendre heureux et libre, allons-y, il y a là, tu vois. C'est fait pour ça. Donc, là, demande, ça va répondre. Ouais. Alors, ça pour moi, voilà, je l'affirme, j'assume. Voilà où j'en suis pour l'instant. Quoi. Carrément. Voilà. Bah écoute, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Bah, avec plaisir. Moi, je suis Parce que content. c'est vraiment quelque chose de Ces pierres gagnent à être je connues. dirais d'essentiel et de super intéressant. Donc on va rappeler le nom de ton bouquin sur les pierres de foudre. Pierre de foudre et centre spirituel. Pierres de foudre et centre spirituel. Centre spirituel. C'est-à-dire que là où il y a ces pierres, il y a un sanctuaire. Carrément. Comme le temple de Delphes chez les Grecs, comme Jérusalem chez les Hébreux, comme le centre spirituel du Nouveau Monde, a priori, chaque cœur de la Terre, Canigo Bugarache, a priori c'est ici. Le réceptacle de la future Jérusalem céleste. Qui est, ça veut pas dire qu'il y a une cité qui va descendre, se poser sur Terre là. Ça veut dire que, comment ils appellent ça dans la Kabbale, la Jérusalem céleste, c'est un peu le foyer, le siège de toute la volonté cosmique divine à l'intention des humains et de la Terre. C'est un peu notre correspondant céleste, les Jérusalem céleste. Allô, c'est la maison mère, tu vois comment ça va? On peut avoir un peu de bol à Cabella quand vas-y, on voit les bonnes influences. Donc après, encore une fois, cette communication est établie, et c'est comme si, tiens voilà, ça consiste à appliquer le putain de notre Père. S'il y a peut-être une des rares choses à garder chez ces chrétiens catholiques, c'est cette prière, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Au ciel, ouais. C'est quoi sa volonté? C'est quoi son règne? C'est la Jérusalem céleste, c'est encore une fois la paix, la justice, la liberté, la vérité sur toute la terre
paix sur la terre, gloire au plus haut des cieux. Donc la gloire, c'est le feu qui a fait ça là. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Bien sûr. C'est vous, c'est toi, c'est nous, Ouais. qui sommes de bonne volonté pour vivre en paix. Et ben ça c'est là pour nous aider à le faire. Mais je veux dire que la volonté et que le règne du Père Céleste viennent sur terre. A priori, un père veut que ses enfants soient heureux, libres, autonomes, et ainsi de suite. Et si on reste dans cette logique assez conne et assez simple, tu peux te dire que les forces du ciel veulent nous voir libres, autonomes, en paix, en joie, et en train de valoriser la terre au lieu de lui cracher la gueule et de la détruire. Bien sûr. Pour moi, le projet, il est là, quoi. On est d'accord là-dessus. Carrément. Il y a quand même des choses merveilleuses à faire avec la terre. Je veux dire, il y a des rivières à nettoyer, il y a des littoraux à nettoyer, et puis il y a des choses à valoriser. Je veux dire, au niveau de l'habitat, de la qualité de vie, de réinvestir un peu les campagnes et les montagnes au lieu de les laisser aux vaches ou aux chasseurs d'ailleurs. La quantité d'endroits merveilleux dans les Pyrénées qui sont des réserves de chasse privées pour que des connards de Richard à la con viennent buter de lisards ou des espèces plutôt rares de bouquetins et ainsi de suite. Allez vous faire enculer, il y a mieux à faire, quoi. À un moment donné, faut arrêter mieux à faire, les mecs, là. d'ignorer tout ça, quoi. Mais de cracher sur la nature, ce Grave. n'est pas un dépotoir qui est là pour être vidé, exploité et saigné à blanc avant d'être jeté après usage. Mhm. Parce que c'est toi qui vas être jeté après usage, connard, si ça continue. Bien sûr. Enfin, quand je dis toi, c'est les tarés, les furieux, les mondialistes qui ne sont que dans un rapport de possession, d'exploitation et d'accumulation. Absolument. Et puis après de rejet, t'élimines tes déchets une fois que t'as fini de te goberger avec, gros porc. Salut Marie. Donc c'est ça pour le coup, c'est irresponsable. Et ça nous a été dit, le ciel n'en veut pas. Après t'en fais ce que tu veux. Genre le ciel, voilà, ça c'est un rapport intime, c'est individuel. Le rapport à ce qui nous dépasse en fait. Ce qui nous dépasse en termes de puissance et d'intelligence et de connaissance. Bon, nous avons ce potentiel-là, de naissance et d'origine, puisque notre ADN n'est pas entièrement activé, ce que ces gros porcs appellent la junk de DNA, l'ADN poubelle. ADN poubelle. Les mecs ils comprennent pas c'est quoi, ils appellent ça poubelle. Ça, je milite beaucoup pour ça. Ouais, grave. Ils comprennent pas ce que c'est, ils l'insultent. Ouais. Ils savent pas à quoi ça sert, ils crachent dessus. Et ça, je l'explique aux gens, c'est officiel. C'est chaud, quoi. C'est le verbal officiel des scientifiques, l'ADN poubelle. C'est chaud, quoi. Ils savent que là sont cachés tous nos secrets de télépathie, de tous nos soi-disant les D'origine. super pouvoirs d'Hollywood. D'origine. De ce que nous sommes. Aucun intérêt à ce qu'on les découvre. Et ils l'insultent, ces gros cons. Ils l'insultent. Ouais. Symboliquement, ADN Mais poubelle, c'est toi le déchet, connard. Ils sont malades. Avec ça, si on n'a pas compris, Mais ça explique tout, je veux dire. Ça explique le tout. mépris de ces gens-là pour la vie, absolument. pour la simple, mais la plus évidente réalité, quoi. Ouais. Ils sont malades. Je veux dire, ça fait plaisir. Ouais. comment veux-tu discuter avec des connards pareils? Je veux dire, les mecs, ils sont bloqués, tu vois. Ouais. Que le mec t'explique que compteur Linky, c'est des ondes mortelles, connard, t'es un assassin. Ouais, mais encore? Bah, mais encore, ta gueule va crever en fait. Là, y a plus rien à dire si tu veux. On fait pas boire un âne qui n'a pas soif, vas-y, t'as fait ton choix, dégage quoi. Fais ta vie, lâche-moi quoi. Voilà, donc pour en revenir là-dessus, les gens qui ont fait ces traces dans la pierre, c'est eux qui nous ont foutu leur ADN dans le corps, avec un programme qui est donc à mettre en place, ce n'est pas encore à promettre. L'anarchisme, pour de vrai, il est à l'intérieur, il est alchimique. D'accord? La fibre anarchiste, c'était les cathares, c'était les mêmes. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses On aussi. les a diabolisés. Mais Ils ont été massacrés. Ils ont fait la Première Guerre mondiale exprès pour génocider les anarchistes. Je schématise un peu, mais Non, mais ça rentre en ligne de compte. mais voilà, ça faisait partie de leur projet stratégique. Il fallait éliminer des justes et des propres. Ouais. Donc c'est ce qu'ils ont fait. J'ai perdu le fil, mais Le corona. oui, voilà. Donc l'enjeu, c'est que nous soyons couronnés chacun son propre maître et son propre voilà. Donc la responsabilité, la souveraineté, c'était quand même l'enjeu essentiel des Gilets jaunes, la souveraineté aussi. Bien sûr. Un des enjeux essentiels, avec la justice, la vérité. Et ils envoient un virus qui est censé nous mettre au tapis et qui s'appelle Corona. La Covid-19. Là, Ouais. j'ai envie de te dire lol quoi. Ouais. C'est-à-dire que même dans leur manip, Ouais. la vérité transparaît quand même. C'est plus fort. La vérité, évidemment, est plus forte que le mensonge. Tu peux pas Donc le elle faire. transparaît malgré eux. C'est magnifique. Donc d'un côté, le soleil veut nous libérer, entre guillemets, et nous couronner libres et maîtres et souverains chacun de soi-même. Eux, non, merde, putain, faut empêcher ça, on va enlever un truc pour les mettre au tas là. On va l'appeler Corona. Ah voilà, mais t'es con quoi. Qui c'est qui a trouvé ce nom débile tu sais, Ouais. Monsieur Sylvestre, de t'es viré. C'est lui, monsieur. C'est lui, monsieur. Autre Ouais. exemple, mais c'est pareil avec Notre-Dame de Paris.
c'est Notre-Dame qui a cramé ça en disant non mais moi j'ai pas besoin de ça les mecs, d'ailleurs vous l'avez profané mon temple, c'est une honte, j'en veux plus. Je le crame. À dégager. Par vos On en a propres plus besoin. mains. Sauf que l'impulsion spirituelle, en descendant les couches subtiles, mais qui nous séparent des hautes sphères célestes, le temps qu'elle arrive dans la réalité humaine terrestre, bah, elle passe par ces couches intermédiaires, l'astral, le domaine psychique. Des pensées, des émotions, machin, qui lui, le domaine astral, psychique, subtil, il est quand même bien... pas contrôlé, mais c'est là qu'il intervient le plus. Les forces de la matrice, du démon, de Satan, des archontes, appelle ça comme tu veux, mais la force noire, c'est vraiment le domaine psychique dans lequel ils investissent le plus. Donc l'impulsion spirituelle, quand elle descend par là, il essaie de se la récupérer, genre non, il va faire ça, on va faire autre chose, on va le récupérer à notre profit, ça va être super. On va cramer Notre-Dame. Donc ils s'imaginent avoir une initiative, mais qui ne vient pas d'eux, dont la perversité, dont l'intention malveillante leur échappe et se retourne contre eux. C'est ça. Parce que moi, perso, Notre-Dame, ça me manquera pas. Et puis, Oui, hein. les cathares te disaient, les gnostiques te disent, le vrai temple de Dieu, c'est le corps de l'homme. À l'intérieur. C'est pour ça que les mecs, les druides, c'était en nature. Les cérémonies, les rituels, les offices. Tu choisis un lieu qui pulse bien, tu fous un menhir pour faire joli, un peu de buis, mais t'as pas besoin d'une église ou d'un mur ou d'un temple. Bien sûr. Ça a répondu à des conditions cycliques, machin, d'organisation, contexte spatio-temporel limité, quoi, tu vois. En soi, je veux dire, j'adore les cathédrales, si tu veux, mais je suis jamais mieux que sur une montagne. Carrément. Ou au pied d'une cascade, enfin. Donc, le vrai temple de Dieu, c'est notre corps. Et encore une fois, se faire honneur, se faire justice, bah, c'est honorer Dieu, c'est rendre justice à Dieu qui veut que tu te rendes justice et qui paie, et ainsi de suite, quoi, tu vois. Après, ça fait synergie, ça fait cercle vertueux. Du coup, voilà. Le côté positif que Notre-Dame a plus besoin. A plus. Ça sert plus à rien. Non, ton temple, c'est toi le temple, d'accord. Donc voilà. Ouais. Honore-toi, rends-toi justice, rends-toi honneur. Pardonne-toi tout ce que tu as à te pardonner, vas-y, t'as bien fait de faire tout ce que tu as fait. Pas de regret. Surtout pas. Ouais. Si t'as dit ou fait des conneries, oui c'est vrai, avant j'étais bourré, ouais ok, bon, C'est pas et grave, alors t'as appris. oui voilà, ça t'a blessé, bon bah c'était pas le but, ça va mieux, voilà, on peut passer à autre chose. Voilà, c'est tout, basta. Donc voilà aussi à quoi mènent ces petits objets-là, vecteurs de justice et de vérité sur la terre, les gars. Voilà, sur ces belles paroles. On va Merci. pas abuser de la générosité temporelle d'Alexandre. Ouais. J'ai encore une petite question Ouais. qui me brûle les lèvres. On peut aborder 5 minutes Je voudrais que tu rétablisses quand même un peu la vérité sur ce qui se passe ou ce qui se passe pas à Bucarach par rapport à ce qu'on appelle l'ufologie, les soucoupes volantes et tout le sujet qui va avec. Ouais. Déjà en premier, est-ce que les vidéos que nous on reçoit en ville là, sur Bucarach, bon, est-ce que c'est réel, tourné par des gars du cru ou... Bien sûr. Il y a des gens ici, je sais pas combien ils sont, mais j'en connais 2-3 qui ont des photos, des vidéos d'apparitions lumineuses dans le ciel. que tu connais personnellement, donc... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc des formes lumineuses, des trajectoires un peu flottantes, un peu saccadées, ça c'est bizarre. Ouais. Des choses qui apparaissent d'un coup et qui vont adopter qui vont tourner à angle droit. À une vitesse qui est... Inconnu de service. Oui, voilà, c'est inconnu originellement, c'est pas possible. Des choses, ça c'est une copine qui me l'a dit, je l'ai pas vu, mais une forme lumineuse, un cigare, quelque chose de long, qui descend tout tranquillement sur la montagne, et puis une fois qu'il est passé derrière la crête là, et bien il sort plus en fait, c'est comme s'il était entré dans la montagne. Donc là, ça veut dire que ce sont des manifestations subtiles, énergétiques, lumineuses, qui sont capables d'adopter différents états de la matière, qui sont capables de passer du solide au subtil. C'est la seule explication possible. Donc des images comme ça, voilà, non, mais voilà, faut vivre un peu ici pour le savoir, parce que ils sont discrets, hein, mais quasiment tout le monde ici a vu des choses comme ça dans le ciel pas normal. Oui, il faut... Voilà, sauf Ouais. qu'ils le disent pas parce qu'ils aiment pas être pris pour des cons. Et puis que 2012 ils ont pas aimé ici, hein, je te le dis. Ah, bah, j'imagine. Ouais, grave, ouais. Oh, le travail. Non. Oui, j'ai vu le maire qui sortait un peu de ses gonds, là, les interviews qu'il avait fait. Ouais. Oui, sauf que pour être honnête, c'est quand même lui qui a allumé la mèche. Hein. Moi, je vais prendre un gros risque en disant ça, mais bon, c'est pas grave. Si tu tapes Bucarach fin du monde 2012, C'est mort. non, c'est pas ça, c'est Merci. que la première occurrence que tu vas avoir, c'est un communiqué de presse du maire en août 2010. Ah.
2 ans avant. Donc si tu voulais pas que les gens viennent, fallait pas en parler Il en fallait fait. pas en parler et surtout pas avant. Ouais. Donc, En revanche, C'est excellent. je crois qu'il a répondu à ça. Il a dit comment. Alors, je crois que c'est lui, ou alors un de ses adjoints, ou quelqu'un qui en effet a relativisé le truc. Comme tu dis, si on voulait pas que ça se sache, faut pas en parler, ça c'est clair. Mais il a relativisé. Et en effet, quand un maire d'un petit village exprime quelque chose comme ça, qui sort quand même de l'ordinaire, comment ça peut être suivi au niveau international et à ce point-là? C'est la question qu'on peut se poser. Ouais. En revanche, là, c'est une preuve qu'il peut y avoir un écho aussi important et faire venir en effet des gens de partout et en masse, quoi, malgré ça. Mais c'est vrai que comment prendre au sérieux et comment le prendre comme ça, comme une vérité et puis répondre à un appel ou à ce qui est exprimé par un petit village, un maire de petit village, quoi. Enfin, petit village, même, je dirais même d'une grande ville à la limite. Hein. Mais là, il se trouve qu'ici, c'est un petit village de moins de 400 habitants, je crois qu'ils sont 200. Ouais. 200. Effectivement, il s'est un peu défendu comme ça, il me semble, hein, sur ce qu'il avait exprimé. Non, puis il a raison, enfin, il a eu bien fait parce que Ouais. effectivement, il y a eu effectivement la crainte d'une invasion d'illuminés, de tarés, de New Age, de branleurs, de perchés. Ouais. D'accord. Encore une fois, l'idée de rectification et d'alignement. Quand t'es aligné, t'es bien, t'es à l'aise, t'es OP, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, quand t'es pas aligné, t'es pas très efficace, tu vois. Bon, à partir du moment où la Terre s'aligne avec le trou noir central de la Voie lactée, Sagittarius A', tu peux te dire que ça va rectifier. Ça rectifie le tir. Et c'est Ouais, littéralement forcément. ce qui se passe depuis. Avec les vents solaires par-dessus le marché, mais il paraît que le Soleil sert aussi à métaboliser le rayonnement du trou noir pour nous le répercuter à nous de manière métabolisable. Bon, c'est un détail, mais ça pour dire qu'un trou noir, il ne fait pas que absorber la matière et l'énergie, il la restitue aussi. Il restitue aussi. Il y a Transformé. trou noir, fontaine blanche. Il faut voir Jean-Pierre Luminet là-dessus, hein, un des derniers grands astrophysiciens français, avec Jean-Pierre Petit, mais qui dit trou noir dit fontaine blanche, ils n'en parlent jamais de ça. Pourquoi? C'est bizarre. Hein. Là, c'est bizarre. Donc c'est inspire, expire. Donc là c'est intéressant, c'est le même process que nous, mais au niveau cosmique. À des échelles de masse, je veux dire, le trou noir central de la Voie lactée, il est watt 1000 fois plus gros que le Soleil. Hein. Donc t'imagines ce que ça peut envoyer. Donc en mode trou noir, ça défonce tout. En mode fontaine blanche, ça restitue tout. Ça restitue. Des putains d'éjaculations cosmiques là, et il se trouve que la Terre est dans l'axe de ce rayonnement du trou noir central, de la fontaine blanche. Et donc ça fonctionne apparemment. Mais ça explique beaucoup de choses, tu vois. Ça explique notre présence ici, entre autres. Mais donc, et ça a été constaté, vérifié, le 21 décembre 2012. Donc tous les Mayas, on s'en fout. Tout le reste, tu peux le laisser de côté. Ça suffit. C'est suffisant. C'est l'interprétation aussi, parce que normalement, j'ai vu des bouquins où c'était carrément écrit fin du monde, mais je pense que c'était surtout, d'après ce que j'ai pu comprendre, beaucoup la fin d'un monde, Mais et la pas fin la de ce fin monde. du monde, C'est la fin de ce ce qui monde. n'est absolument pas pareil. Bien sûr. Tu vois, donc là, ils ont évidemment saisi le phénomène et l'opportunité pour venir dire, ben voilà, comme ton amie quand elle est arrivée en haut, en disant mais ils sont où les extraterrestres, voilà, la fin du monde, alors il n'y a rien qui se passe, quoi, histoire Mais de- voilà à de- quoi ça mène. de- Oui, histoire de ridiculiser. ridiculiser et puis Encore une de... fois, diversion vulgaire, mais Ouais. minable. C'est ça, Pour faire passer les gens pour des cons, et Ouais. puis du coup décrédibiliser des choses sérieuses. absolument. Décrédibiliser pour le coup le rôle de cette montagne, qui, oui, qu'on le veuille ou pas, techniquement, physiquement, c'est un putain de catalyseur cosmotellurique, comme un menhir, mais à l'échelle, t'as vu? Ça sert à ça, putain, c'est un pont avec les forces du ciel, une montagne. C'est quand même pas compliqué une fois que t'as capté que quand il y a eu le déluge, nom de Dieu, la civilisation s'est réfugiée sur les hauteurs. Ouais. Et au fur et à mesure que l'eau redescendait, la civilisation a pu descendre sur des montagnes moins hautes, jusqu'à finir par regagner les plaines et les vallées. Donc c'est pour ça que les montagnes sont toujours associées au culte initiatique, la proximité du ciel, la proximité des influences spirituelles, la proximité des influences célestes. Ça va de soi, mais c'est vrai au propre comme au figuré. Bien sûr. Donc ils ont voulu discréditer tout ça. Ils ont voulu discréditer le fait que oui, dans cette montagne, c'est une entrée pour l'intraterre. Les royaumes souterrains, ça existe, j'y peux rien, la tradition l'atteste, je suis pas allé voir, je suis en train d'essayer, je cherche une entrée là-dedans, je te le dis. Hein. Il y a un lac là-dedans que j'ai envie de voir. Voilà. À l'intérieur. Ouais.
voilà, hein, c'est pas moi qui gère l'agenda, mais en tout cas j'ai posé ma candidature. Moi je veux y entrer, c'est pas moi qui décide de rien. Il y a eu des témoignages ou des témoins oculaires de ça, du lac? J'en ai un. Indirect, c'est la source, c'est sûr. Ah oui. Et puis en plus je sais de quel côté il est rentré. Voilà, bon après ça va être long parce que faut faire le tour de tout le PEC par la paroi, puis côté camp, de l'autre côté où la forêt est ultra épaisse. Ouais, un petit peu plus. Mais il y a une entrée. Je sais qu'il y a au moins une entrée de ce côté-là et que tu peux accéder au lac. Et bon après voilà. Travail de toute une vie, je suis trop tard. Il y a plein de choses qu'on peut... Mais non, ça va commencer maintenant. 62 balais, c'est mort. Donc voilà, 21 décembre 2012, ça a été monté en épingle là, pour faire peur, pour ridiculiser, pour divertir, pour faire diversion, alors qu'à la base il y avait quelque chose de sérieux qui est que nous sommes en train de changer le monde en fait. Et est-ce qu'il y a des témoignages aussi éventuels de rencontres du troisième type? Non. À ta connaissance, non. À ma connaissance, non. En tout cas, j'ai pas eu de tels témoignages. Alors, une apparition en présentiel, on va dire. Tu es en train de bivouaquer, puis il y a des trucs lumineux à côté de toi, des formes lumineuses qui bougent, mais pas loin. Hein. Voilà, sans interagir, mais enfin qui se montrent quand même de manière tranquille. Ça, oui, j'ai eu ce témoignage-là. Voilà. A priori, rien dans les fantasmes hollywoodiens et tout ça, quoi. Mais surtout pas, mais encore une fois, qu'ils aillent se faire enculer, Spielberg avec leur monstre à la con là. Qu'est-ce que c'est que tu remettes les choses au point. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais ils ont fait que galvauder le sujet. Ça leur brûlait les pattes à l'époque, le terme flying saucer, soucoupe volante. T'as pas trouvé un mot plus con pour désigner, quelque chose qui te dépasse. Encore une fois, c'est comme appeler l'ADN dormant ADN poubelle, parce que tu comprends pas ce que c'est, tu craches dessus tellement t'es vexé dans ton orgueil de petit con. Là c'est pareil. Soucoupe volante, connard, ça ridiculise toute ta technologie nucléaire et t'appelles ça une assiette qui vole. Va chier, tu vois. Donc c'est du mépris, c'est pour faire diversion, c'est pour le ridiculiser aux yeux du public, donc pour décrédibiliser le sujet aux yeux des gens. C'est des enculés, voilà ce qu'ils ont fait avec leur soucoupe volante et leur cinéma de merde. Oui, Kenneth Arnold, le premier observateur de ça là, dans l'ère moderne, il n'a jamais appelé ça des soucoupes volantes. Hein. Il n'a pas dit c'est des soucoupes que j'ai vues, ni rien. Il a dit j'ai vu des objets lumineux en groupe. Ce sont des appareils. Alors moi maintenant, moi je faut arrêter de tortiller du cul si tu veux, hein, quand tu vois des lenticulaires. Tu vois ce que c'est les nuages lenticulaires? Justement, j'en avais jamais vu en réel. C'est les nuages plats là, qui ont un volume super régulier. Ouais. Le truc il est immobile dans le vent. Ouais. Alors, ça. Et il bouge par vent nul. Ouais, c'est impressionnant parce que moi ça je l'avais jamais vu ça, Alexandre. Je lui ai dit. C'est pas un nuage. Ta vision des choses, c'est un appareil dissimulé. J'ai pas constaté que par absence de vent ça se déplaçait, mais maintenant que tu m'en parles, oui. Ah mais effectivement. Mais oui. Bah, quand je t'ai posé la question, tu me disais, je sais plus trop ce que tu m'as répondu en fait. Si je t'ai dit, c'est connu pour être peut-être une cache à ovni ou peut-être un ovni par lui-même. Je t'ai dit qu'il y avait un rapport. Ce sont des appareils dissimulés. C'est vrai qu'en effet, des nuages comme ça, de cette forme-là, j'en avais jamais vu avant de venir ici. Et en effet, ça prend vraiment on a l'impression que ça a pris la forme. Tu sais, c'est un peu comme si, pour moi, dans mon imaginaire, mais on le voit, comme tu dis, il bouge pas. Il est resté sur le pied, le pic. On dit le pec, tu dis, là-haut. Et c'est resté un bon moment, sans trop bouger. Puis il y avait une autre surface encore en dessous. À un moment donné, c'était comme un... Et c'est vrai que je me suis dit, on dirait que c'était à la base un nuage normal, mais qu'il y a quelque chose qui a laissé cette empreinte, en fait, tu vois, dans mon imaginaire, quoi. Mais c'est vrai que moi, ça m'a surpris de voir un nuage de cette forme-là, aussi bien dessiné, aussi régulier, symétrique, enfin. Carrément. J'ai vu que sur internet, j'ai vu pour la première fois de ma vie ici là. Salut gars, ça va? Ah bah j'ai. Toujours un café, oh? Ouais. J'ai envoyé des trucs. Ouais. Et ça, on l'a bien vu ici, et voilà. Et puis même, il y a des moments où on voit pas, ça dans toutes les montagnes, avec la brume ou avec les nuages, etc. On voit pas toujours le haut. Et donc du coup, tu te dis, et puis en plus, tout le ciel est recouvert de nuages, ce qui peut arriver là, ça en revanche partout. Mais tu te dis, là, tu verrais rien s'il se passe quelque chose en haut. Il y a une bonne partie de et là, c'était même pas la moitié, c'était que le haut qui était dissimulé par tous les nuages. Et donc, on ne voit pas du tout ce qu'il y a en haut et on peut tout imaginer.